Bonus. Trax. Bonjour à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes, je suis le commandeur Guigui et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du Cadran Pop, le podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du coin pop. Alors vous nous avez souvent entendu râler contre les séries en live action, c'est-à-dire avec des comédiens à l'écran, parce qu'on trouve que parfois c'est pas au niveau. Mais là, on revient aux fondamentaux avec l'équipage juste avant celui du Capitaine Kirk de la série originale. Alors est-ce que le nouveau petit Enterprise ne connaîtra pas la crise? C'est ce que nous allons voir immédiatement. C'est parti. Perhaps we should kiss. That seems logical. Maybe we don't touch anything else. Just a suggestion. The whole future hangs in the balance. No one can know the future. One can only follow one's instincts. You're the best of Starfleet. Our ability to work together, that's our greatest strength. Let's show them what you got. Working. Alors bien sûr, pour en parler, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné d'un équipage d'élite avec le retour, même s'il était déjà là la dernière fois, de notre capitaine, le capitaine Manu. Salut Manu. Salut tout le monde. Nous avons également le retour de l'enseigne Marie-Paul qui revient d'un long périple. Salut Marie-Paul. Hello tout le monde. Et bien sûr, nous avons toujours avec nous notre Romulien relou, Romain Bramis. Salut Romain. Salut tout le monde. Notre officier scientifique Romain Nigitas. Salut Romain. Bonjour tout le monde. Et nous avons une invitée exceptionnelle qui est clairement la personne la plus qualifiée pour parler de cette nouvelle série Strange New Worlds. J'ai nommé Giraffe du très cool podcast américain Strange New Pod. Salut Giraffe, comment ça va? Bonjour, ça va, c'est à peine midi, donc tu vois, je me réveille doucement ce dimanche. C'est vrai que pour nous il est assez tard, il est déjà un peu plus de 21h. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton podcast, depuis combien de temps il existe, qu'est-ce que vous y faites exactement? Parce qu'il a l'air quand même très très cool ce podcast, il faut que tous les anglophones l'écoutent. Ah, merci beaucoup. Écoutez, tous les jeudis en live sur Twitch. Donc, on a commencé ça il y a 2 ans, juste pendant la pandémie, en fait, juin 2020, à l'annonce de Strange New Worlds. Julian, un de mes camarades, a décidé de commencer un podcast qui s'appelle Strange New Pod. Au début, j'étais juste une auditrice et en fait, il me dit toujours que je me suis insinuée doucement mais sûrement à l'intérieur du podcast pour devenir un des membres d'équipage. Donc, on fait des analyses de tous les épisodes de chaque épisode de Star Trek, mais on est vraiment très heureux la semaine dernière, puisque le but de ce podcast était de parler de Strange New Worlds et on y est enfin après 2 ans. Donc voilà, on aime tout Star Trek, tout le monde est le bienvenu et on est combien? On est 4, 5, ça dépend des jours. Voilà. Ok, mais en tout cas, cette histoire, elle nous rappelle un peu la nôtre, donc on se sent assez proche parce que c'est pareil, on s'est lancé nous début 2020 et à l'annonce de Strange New Worlds, tout de suite on avait fait un podcast parce qu'on était très contents de cette annonce, parce que ouais, c'est vrai que c'est une série qu'on attendait depuis longtemps, et puis finalement cette façon de faire, ce retour aux sources, c'est vraiment quelque chose donc, qui est très attendu, je me répète évidemment. Et pour beaucoup d'entre nous, voire peut-être tous, la partie Enterprise de Discovery saison 2, c'est ce qu'on avait préféré de la saison. En tout cas, moi, c'était le cas. Il me semble que Guy aussi. Tout le monde. C'était vraiment, ça promettait quelque chose de bon, quoi. Donc on attendait vraiment la série, en tout cas, de notre côté. C'est vrai que le casting était déjà très très prometteur, quoi. Ah, ils sont tous magnifiques, hein. Enfin, soyons honnêtes, hein, j'ai jamais vu des êtres humains aussi beaux. C'est vrai que je suis déjà amoureux de Chapel et Uhura, donc je le confirme. Et j'ai eu la chance de rencontrer Celia Gooding, et elle est incroyable en vrai également, soyons honnêtes. Donc voilà. Il y a un autre truc que t'as pas dit sur le lancement de notre podcast, le Cadran Pop, c'est qu'à l'époque on était naïfs, on pensait que la France avait enfin aboli sa malédiction qui faisait que les séries Star Trek n'arrivaient pas chez nous, arrivaient beaucoup plus tard. Donc on s'est dit ça y est, à Netflix c'est fini et tout machin. Ça aura pas loupé Strange New Worlds, on l'aura pas eu, puisque officiellement on fait ce podcast sans que la série soit diffusée en France et elle le sera pas jusqu'à la fin de l'année. Donc la loose française continuera, mais je pense que dans le futur, quand il restera plus qu'une chaîne de télévision contrôlée par Donald Trump, le seul pays où il y aura toujours pas Star Trek, ça sera la France.
C'est vrai que Paramount avait fait un effort avec Discovery parce qu'on avait eu les autres saisons en France en la mettant sur Pluto TV, mais là c'est même pas le cas. Oui, parce que comme on le disait dans le podcast précédent, Paramount+, visiblement, ça devrait débarquer en France en décembre. Et bien sûr, la série ne peut pas être vendue à d'autres chaînes de télé ou à d'autres plateformes, puisque Paramount+, c'est un peu son fer de lance, cette série. Donc ils vont pas la vendre à un concurrent pour la récupérer 6 mois plus tard. Ça aurait vraiment aucun sens. D'un côté, c'est ce qu'ils ont fait aux États-Unis. Oui, ils auraient pu le faire quand même, je suis désolée, moi ça m'aurait pas... Qu'ils ont fait aux États-Unis, les séries Star Trek étaient à peu près sur toutes les plateformes à droite à gauche. Et après, ils les ont fait disparaître, ils les ont mis sur Paramount+. Après, on a perdu la moitié des films qui sont repassés autre part, puis ils ont racheté la moitié des films. Il y a eu des allers-retours incessants avec P+ ici. Bien sûr, mais c'était parce que les contrats de droit avec les séries et les plateformes étaient faits bien avant l'existence de CBS All Access et maintenant Paramount+. Alors que là, Paramount+, ils veulent se lancer à l'international aujourd'hui, enfin cette année, et ils lancent cette série cette année. Et c'est clair que, vu la communication qu'ils en font autour, pour eux, c'est vraiment la vitrine, c'est le crochet, quoi, pour nous abonner. C'est un produit d'appel, ouais. Mais d'un autre côté, tu vois, aux États-Unis, ils ont plein de séries cette année. Paramount+, là, ils viennent de lancer une série sur le making-of du Parrain qui s'appelle The Offer et tout ça. Ils ont quand même pas mal de bons trucs. Et je suis pas sûr que balancer une série Star Trek 8 mois plus tard... Enfin, Star Trek, il y a deux types de population. Il y en a ceux qui s'en battent les couilles et qui en ont rien à foutre. Et il y a ceux qui ont envie de la voir. Et eux, tu sais très bien qu'ils attendront pas 9 mois pour télécharger la série de toute façon, quoi. Donc c'est complètement bidon, en fait, tu vois bien. Je tiens à dire que Giraffe a des super boucles d'oreilles. Merci. Elles sont classe. Elles sont vintage. J'ai beaucoup de boucles d'oreilles vintage Star Trek. Je collectionne à droite à gauche. Mais là, tu vois, par exemple, pour Paramount+, comme je le disais, ils vont pas vendre une série dont ils ont besoin pour leur lancement en Europe. Pour la récupérer 6 mois plus tard, tu vois, c'est vraiment trop le bordel. Non, la vente non, mais ils auraient pu la mettre sur Pluto comme ils ont fait avec Disco. Parce que c'est toujours un revenu, c'est quand même des horaires étrangers, ça permet aux gens de la voir directement à la sortie plutôt que d'attendre le mois de décembre. Enfin, c'est idiot. Je suis bien d'accord, je comprends pas pourquoi ils nous font comme The Mandalorian avec Disney+, par exemple, parce que c'était exactement le même cas de figure. C'est serpent qui se mord la queue. Mais ton analyse est la bonne, hein, Guigui, ceci étant dit. Hein. C'est juste qu'ils considèrent que c'est leur produit d'appel et qu'ils vont se retrouver à poil s'ils ont pas ça en décembre. Moi, je pense qu'ils seront quand même à poil parce que Strange New Worlds, plus personne n'en a rien à foutre en décembre, en fait, si tu veux. Aussi, ils vont pas mettre les trucs en France parce qu'il n'y a pas la population pour regarder. C'est un serpent qui se mord la queue, en fait. Ils s'en foutent du marché français parce que le marché français est pas vraiment très grand. Et d'un autre côté, le marché français est pas assez grand parce que ils font des trucs comme ça, à sortir les séries des mois et des mois après. Ouais, mais t'as le contre-exemple de l'Allemagne où là, les Allemands sont très friands de Star Trek. Il y a un grand public pour ça et ils sont logés à la même enseigne que nous, comme l'Italie d'ailleurs. Mais c'est pas impossible que dans nos régions, en fait, ils attendent la fin de l'année pour récupérer une autre partie de leur catalogue qui est encore chez les concurrents, quoi. Et pour avoir une force de frappe au début qu'ils auraient pas maintenant. Par exemple, vous noterez que Nickelodeon a quitté le bouquet SFR, qui fait partie donc de Viacom. Et alors du coup, moi j'étais très content. Oui, super, il y a Star Trek Prodigy et sur Nickelodeon, mais heureusement elle quitte le bouquet que je possède le lendemain de la diffusion du dernier épisode, donc ouf. Mais par contre, pour la saison 2, bah du coup, va falloir attendre vraiment Paramount+, quoi, pour moi. Giraffe, quel était ton premier contact avec Star Trek, avec la franchise? Comment est-ce que tu es rentré dedans, en fait, et quelles sont tes séries et films préférés? Ouh là là, donc c'était il y a très longtemps, parce que je suis vieille. Donc, je me souviens plus exactement. C'était sur quoi? C'était sur la 5e, sur Canal Jimmy ou un truc comme ça, dans les années 80? Il y avait TF1, la 5 et Canal Jimmy, ouais. Ah, et c'est RTL ça, donc... pour ceux qui étaient dans l'Est de la France. Donc, gamine, ma voisine de palier avait le câble, chose que moi je n'avais pas, et elle avait aussi une Super Nintendo. Donc, je me retrouvais très très souvent chez elle à jouer à Super Mario et à regarder le câble. Et c'est là où j'ai vu les premiers épisodes de la série originale. Et je me souviens avoir été absolument fascinée par... Alors, je sais pas parler de Star Trek en français, donc je vais être absolument insupportable. The Bridge. La passerelle. La passerelle, oui. Merci. On va faire beaucoup de traductions. Par la passerelle et par Uhura, qui est sans doute mon personnage préféré. Et elle a influencé
tous mes choix de vie depuis que j'ai 10 ans. Et puis ensuite, c'est vrai que c'est compliqué de voir Star Trek en France, ça a été très très compliqué. Mais je suis partie à l'étranger assez rapidement, ce qui m'a permis de regarder Star Trek en VHS, sur les cassettes vidéo, etc. Et de continuer à voir au fur et à mesure The Next Generation, puis Deep Space Nine, puis Voyager. Et c'est vrai que j'ai un peu perdu Star Trek de vue avec Enterprise, parce que c'est vraiment une série avec laquelle j'ai pas accroché du tout. C'est bizarre, je comprends pas pourquoi tu dis ça. C'est vrai, hein. Et je suis vraiment revenue à Star Trek avec les films, les films de 2009. Et puis en partant aux États-Unis, c'est vrai qu'ici c'est tellement simple d'être une Trekkie. Tu vois, il y a tout, il y a les conventions, tu peux acheter des trucs, ils livrent chez toi. Il y a plein de gens qui connaissent Star Trek, donc si tu portes, tu vois, par exemple des boucles d'oreilles, les gens vont me dire ah t'es un Trekkie. L'autre jour je suis allée au supermarché, et le gars me disait ah moi aussi j'aime bien Star Trek. Et là on a commencé à parler. Donc c'est vraiment aussi un endroit où tu peux très facilement vivre ta passion. Mais pour moi c'est une histoire d'une bonne trentaine d'années quand même. Ouais, je pense comme pas mal, enfin à part Marie-Paul et Manu. Je pense que on est un peu pareil avec Romain, avec les deux Romain et moi quoi. Et sinon c'est quoi ta série et ton film préféré? Ma série préférée c'est la série originale là, vraiment. Je la regarde tout le temps avec ce petit côté nostalgique. Même si elle est très problématique sur plein de choses, c'est la série avec laquelle j'ai le plus de souvenirs et le plus de sentiments personnels, on va dire. Et je pense que Strange New Worlds est quand même sur la piste pour devenir une autre de mes séries préférées. J'aime beaucoup Discovery également, malgré tous les problèmes que Discovery peut avoir. C'est une série dans laquelle je me reconnais et je m'identifie beaucoup. Et mon film préféré, je dirais Star Trek Beyond. Ah, ok. Ou First Contact, l'un des deux. Ah, ouais. The J'aime One bien of les the deux. Wells, Star Trek 4 aussi. Ok, c'est mon top 3. Voilà, mon top 3. Tu vois, même à Los Angeles, ils disent celui avec les baleines, tu vois. Ah ouais, bien sûr, celui avec les baleines, The One of the Wells, ouais, bien sûr, ouais. Même en France, personne connaît le titre du film, ils disent ah c'est celui avec les baleines. Oui, voilà, ça se dit dans le monde entier, c'est pareil. Et du coup, on va passer à faire un petit tour de table sans spoiler sur ce premier épisode de Strange New Worlds. Alors du coup, on va pas commencer avec toi, Girafe, parce que tu l'as vu depuis un petit moment. On va commencer avec, allez tiens, plouf, allez Manu. Qu'est-ce que t'as pensé du premier épisode de Star Trek Strange New Worlds? Écoute, dans l'ensemble, plutôt satisfait. C'est une série que j'attendais pas mal pour un retour à un côté épisodique et le premier épisode montre qu'on peut aller dans cette direction. Qu'ils vont réussir probablement à allier le côté épisodique avec le côté feuilletonnant des relations entre les personnages au fur et à mesure, puisque c'est totalement feuilletonnant par rapport à Discovery. C'est une suite directe au niveau des personnages et les conséquences que ça a eu sur eux. Dans l'ensemble, j'ai trouvé pas mal. Il y a, je sais pas, des petites faiblesses, notamment en début d'épisode, des trucs qui m'ont un peu surpris, des personnages ou des situations. Mais sur la deuxième moitié, ça m'a plutôt chauffé. C'est plutôt parti dans un sens que j'attendais au niveau de l'intrigue, du développement. Dans l'ensemble, plutôt satisfait. Et toi, Romain Bramy, tu disais hors antenne que tu avais préféré le final de Picard, de la saison 2 de Picard, à cet épisode. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça? Parce que je t'avoue que je crois que personne ne comprend. Ah bah non, mais sans hésiter une seconde. Pour le coup, le final de Picard, j'ai vraiment ressenti des émotions très très fortes. Là, l'épisode de Strange New Worlds, j'ai trouvé que c'était presque une checklist qui était cochée en fait de trucs qu'ils voulaient faire et qu'ils ont fait. Ils le font pas mal. Après, tu sais, il y a une citation d'Einstein que moi j'aime bien qui dit en substance que la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. En l'occurrence, Strange New World c'est écrit par la même team exactement que les mauvaises saisons de Disco, enfin pas certaines mauvaises saisons de Disco, que la saison 2 de Picard, donc Akiva Goldsman en particulier. Et je trouve ça assez marrant que les gens soient tellement, comment dirais-je, tu vois, de bonne humeur avec cette série, alors que finalement c'est les mêmes ouvriers, tu vois, et des ouvriers qui t'ont déjà chié 4 ou 5 fois ta maison. Il y a quand même peu de chances que la 6e fois ils te fassent un palais, quoi. Parce qu'on garde l'espoir, Romain. Moi j'ai bien aimé,
mais je suis pas, j'ai rien ressenti, tu vois. Pour l'instant, bon voilà quoi, le cahier des charges est rempli. Bah, en tout cas, c'est peut-être ils ont coché les cases des trucs qu'il fallait faire, mais en tout cas, moi, ils ont coché les cases des choses que moi je voulais voir. Donc là-dessus, moi, je suis plutôt content. Et toi, Marie-Paul, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Alors, est-ce que tu as déjà vu un épisode de la série originale? Eh bien non, toujours pas. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que tu as pensé de Strange New Worlds alors? Parce que là, du coup, t'as des yeux complètement neufs sur le sujet. Alors, comme Manu, je suis très contente j'ai dit, enfin un retour à Star Trek un peu épisodique. Alléluia, ça fait du bien. Il y en a un peu, même si vous savez que j'ai beaucoup aimé Discovery au départ, et la dernière saison, effectivement, c'était compliqué d'apprécier beaucoup de trucs. Le côté feuilletonnant commençait à tirer vraiment en longueur, et même si on sent bien évidemment qu'il y a quand même un fil rouge et un feuilleton au fond, bah voilà, il y a un truc qui se passe, c'est cool, on va faire un truc, on va faire une exploration, et hop, on passe à autre chose, enfin j'espère. On verra dans les suivants, mais que ça avance bien. Un peu comme Romain, par contre, j'ai pas forcément été transportée. Je veux dire, Pike, ses discours, moi, ils m'ont un peu laissé... C'était pas hyper inspirant, quoi. Je veux dire, j'avais pas les poils dressés sur les bras, comme il peut y avoir dans d'autres œuvres de Star Trek, quand il s'exprimait, etc. Mais il y a des trucs cool quand même, c'était chouette. On sent qu'ils ont mis le paquet de sous quand même sur la prod et les effets spéciaux, et ça marche bien. Voilà, pour le coup, j'ai vraiment envie de voir comment ça va se passer, qu'est-ce qu'ils vont développer. Est-ce qu'on va retomber encore dans les mêmes problématiques d'écriture d'Akiva Goldsman ou pas? J'espère que non, mais comme ça fait quand même quelques années maintenant qu'on le voit sévir, j'ai peur que... J'espère qu'il y aura de meilleurs script doctors que sur Disco, par exemple. Ou qu'il y en aura tout simplement un ou une. Et puis voilà, non, c'était quand même cool, et c'était enthousiasmant, et j'ai envie de voir la suite, et je me suis pas... j'ai pas été paumée. En vrai, j'ai été paumée par certains points, parce que j'ai évidemment carrément oublié la fin dans la saison, c'est quoi, 2 de Discovery, donc ça fait tellement longtemps. Moi, je les ai vus semaine par semaine, et j'ai pas revu la série depuis, donc j'avoue que j'avais un peu oublié. Je me souvenais des personnages, mais j'avais un peu oublié les enjeux et les machins. Qu'est-ce que t'avais oublié, par exemple? Ce qui était arrivé à Pike, par exemple, pourquoi il est traumatisé? Ah oui, mais ça, bon, après on en parlera dans la zone spoiler, effectivement. Mais oui, ça j'avais oublié. Et puis voilà, effectivement, j'ai été peut-être moins interpellée que vous sur certaines références, certains personnages dont vous avez parlé hors antenne il y a quelques jours, quoi. Ouais, et on n'a pas arrêté d'ailleurs. Et toi, Romain Nigita, qu'est-ce que t'en as pensé? Pour reprendre la métaphore de Romain Brami, sa métaphore architecturale sur les constructions de maisons, certes, ce sont les mêmes maçons, mais c'est pas la même maison, justement. Donc là, on peut espérer que cette fois-ci, avec un plan différent, ils réussissent un peu mieux. C'est pas une maison, c'est un appartement, peut-être. Peut-être, ou c'est une villa au bord de la mer, je ne sais pas, ou un chalet à la montagne, bref, on verra bien. En tout cas, moi comme tout le monde, je pense que j'en attendais beaucoup, parce que en effet, j'ai beaucoup aimé à la fois l'utilisation des personnages de Pike, Spock, etc., et les acteurs qu'ils incarnaient dans la saison 2 de Discovery, et ce fameux retour annoncé au format épisodique. Je veux dire que sur tous ces niveaux-là, je suis pour l'instant absolument pas déçu par ce premier épisode. Évidemment, on verra la suite, mais en tout cas, à ce niveau-là, je trouve que mes attentes sont comblées. Et par contre, j'ai été surpris, et agréablement surpris par plein d'autres points, dont on parlera évidemment en plus en détail tout à l'heure. Mais en tout cas, tout le côté un peu old school assumé, le côté un peu rétro, même dans l'écriture. Marie-Paul, tu parlais du discours de Pike à la fin. C'est vrai que c'est un discours qui peut paraître un petit peu cliché, un petit peu convenu, mais en même temps, ça fait très clin d'œil aux épisodes de la série originale. Et j'aime bien toute cette ambiance, et surtout le fait qu'ils assument même au niveau visuel, certes avec du budget, mais qu'ils assument quand même ce côté très 60s, très old school, ce que ne faisait pas du tout finalement Discovery au début, alors que c'est censé se passer à la même époque, et ce que ne faisait pas non plus évidemment les films de la Kelvin Timeline, qui sont aussi censés se passer dans la même époque. Là, on a un côté ultra rétro, ils jouent avec ça, ça devient fun, et je pense que vraiment ça c'est un truc qu'ils assument totalement, et qui va être vraiment très sympa à regarder, surtout en effet s'ils l'assument, y compris dans l'écriture comme ils le font dans ce premier épisode. Pour l'instant, en effet, il y a plein de petits points dont on va parler, sur lesquels on peut se dire certains clins d'œil sont un peu appuyés, certains trucs sont un peu inutiles, mais globalement, je crois que sur toutes les séries Star Trek de l'ère Kurtzman, je pense que c'est le meilleur premier épisode qu'on ait eu. Si on compare ça au premier Discovery, au premier de Picard, les séries animées, c'est un tout petit peu différent, mais franchement, je crois que c'est le meilleur premier épisode de toute cette nouvelle époque de la franchise.
Je suis bien d'accord avec toi et même je dirais, en ce qui me concerne, c'était même un des meilleurs ou au moins le meilleur épisode des séries récentes, carrément. Moi, c'est vraiment, j'ai adoré ce premier épisode et oui, effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est un peu quelque part la série classique des années 60, mais avec le budget de 2022, quoi. Donc c'est plutôt cool. Et toi, Girafe, donc qu'est-ce que tu en as pensé de cet épisode que tu as déjà vu, il y a quoi, une petite semaine? Tu rigoles, je crois que je l'ai vu il y a un mois. Ouais, je l'ai vu la première fois pendant la convention à Chicago, et ensuite je l'ai revu cette semaine déjà 3-4 fois au moins. Et je suis tout à fait d'accord avec Romain le Romulanais, je pense que c'est le bon Romain, oui, en disant que c'est le côté... C'est le méchant Romain. Ouais, mais moi j'adore je suis pro Romulus à fond. Ok. La seule chose qui a sauvé la première saison de Picard, c'est qu'il y avait des Romulans. Tu vois, c'était le seul truc qui m'a plu. Donc, je suis très contente d'avoir cette connexion. Et non, le côté, pour moi, vraiment le côté 60s, le côté années 60, même dans les scènes de castagne, là, vraiment, ils se battent comme dans la série originale. J'ai adoré ça. J'ai trouvé ça magnifique. Les couleurs, les uniformes, la passerelle, maintenant que je connais le mot, tout ce côté des couloirs de l'Enterprise avec ses blancs, ses tuyaux. On a vraiment un look de la série des années 60, mais au goût d'aujourd'hui, et ça, j'ai trouvé ça absolument magnifique. Et je suis assez d'accord aussi sur l'idée que le problème des séries pour des saisons de Picard et Discovery avec Akiva Goldsman, c'est que je pense qu'il sait pas vraiment écrire des séries qui ont comme ça un arc sur une saison. Et je pense que Strange New World, avec son côté épisodique, va peut-être plus marcher pour cette équipe-là, parce que ils vont pas avoir ces épisodes un peu vides qu'on a vus dans Discovery ou Picard, où rien se passe. Et où t'es là, ok, vous deviez faire 13 épisodes, donc il y en a 3 où, genre, on attend la fin de la saison. Donc j'ai de l'espoir. Et encore 3, t'es gentil. Ouais. Picard, c'est la moitié de la saison quand même. Ouais, Picard saison 2, c'est même 4 épisodes. Tu peux vraiment, sans même faire de coupe, tu peux tenir la saison en 4 épisodes. Absolument. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Et pourtant, il y a des morceaux de bravoure dans ces épisodes qui sont absolument magnifiques. Des interactions entre les personnages, certains endroits. Mais c'est juste que c'est vraiment collé ensemble de manière incompréhensible. Donc j'ai vraiment espoir que Strange New Worlds va pas errer des mêmes côtés et va garder ce côté épisodique et fun. J'essaye de pas trop regarder d'épisodes en même temps parce que j'ai pas le droit de parler, donc c'est vraiment difficile. Donc voilà. Alors en fait, attends, je viens de comprendre. En fait, tu ne regardes pas les épisodes parce qu'en fait, t'as quoi, la moitié de la saison en ta possession? J'ai la moitié de la saison, ouais. Ok. En fait, donc du coup, tu les regardes pas parce que tu veux pas binger et tu veux pas savourer, c'est juste que t'as peur de pas savoir tenir ta langue, c'est ça? Ah non, mais c'est absolument ça. Et en plus, imagine, j'adore faire des théories, genre, imaginez ce qui va se passer la semaine prochaine, pourquoi les personnages font ceci ou cela. Et quand t'as vu littéralement la moitié de la saison, un mois avant le premier épisode, hein, et que tu peux rien dire à personne, que tu peux en discuter avec personne, t'es là... C'est trop dur. Et en plus, j'ai peur de dire des trucs qui se passent plus tard et que je pensais que c'était dans le 2e épisode. Donc voilà. Nous, on l'avait vécu sur la saison 1 de Picard et c'est vrai que c'était en fait pas drôle. En fait, je m'étais promis de jamais le refaire. Donc je regarde les épisodes les dimanches et pas les jeudis. Ça sort les jeudis ici. Parce que comme ça, j'ai le temps, je peux regarder tranquillement, je peux poser, je peux regarder, tu vois, je peux analyser, écrire mes idées. Mais c'est tout. C'est un quoi de faire spoiler certains trucs. Sur Picard, par exemple, des caméos, des trucs comme ça, tu peux te faire spoiler. Ouais, ça spoil bien. Non, mais d'un côté, ça me dérange. Moi, ça me dérange pas trop, les spoilers, pour être honnête. Au contraire, quand je vois qu'il y a telle personne qui va arriver, je me dis, oula, attends, j'essaie d'imaginer comment ça va rentrer dans l'histoire. Ça me dérange pas trop. Je suis vraiment plus attachée à la photographie, vraiment, des séries, à quoi elles ressemblent, ou comment les acteurs jouent, ou, je sais pas, la musique est super importante pour moi aussi. Donc ça me dérange pas trop en soi, mais... D'ailleurs, justement, première question, qu'est-ce que vous avez pensé du générique? Ah ben on adore. Toi t'adores? Ah bah déjà, je t'explique. Nami Mellumad, qui fait la musique pour Prodigy et pour elle est géniale. est une de mes amies maintenant. Ah non, mais elle est fantastique et tu pourras lui dire, hein. Moi je kiffe son travail. Hein. Ouais, et elle est géniale aussi, elle est super sympa. Donc voilà, le générique, je t'avouerai que j'aime bien,
J'aime bien le générique, mais je pense que Prodigy reste quand même mon générique préféré des dernières séries là. Le générique, c'est pas la personne que t'as dit Non, c'est pas elle. Non, c'est pas elle qui l'a fait. Non. C'est Jeff Russo. Jeff Russo, c'est ça. Et c'est lui qui aussi a composé la musique de Picard et de Discovery. Et puis comme Picard et Discovery, moi j'ai du mal à accrocher et j'ai vraiment écouté 20 fois le générique la première journée où c'est sorti sur YouTube et j'arrive vraiment pas. Là, tu vois, j'arrive pas à le retenir. Par contre, je peux te fredonner Lower Decks ou Prodigy sans aucun problème et ce dès la première écoute parce que c'est des musiques qui sont vraiment fantastiques, qui sont vraiment très réussies. Mais là, c'est pas nul. Vraiment, le générique, il est pas nul du tout. Mais le générique, il me fait penser à. Alors, moi, j'aime le générique visuellement il est joli. Et j'étais super content qu'ils réintroduisent Space the Final Frontier, évidemment, tu vois. Par contre, en effet, je trouve la musique vraiment pas terrible. Et en fait, ça me rappelle. Je sais pas si vous avez déjà été confronté à ça, mais tu sais, ces sites de musique libre de droit qui tentent de reproduire des musiques originales. En fait, genre, tu demandes le parrain, et tu sais, t'as une musique à la mandoline qui fait tout, et tu vois. Et là, j'ai l'impression que le mec, Jean-Michel à peu près, exactement quoi. Et j'ai l'impression que le mec, on lui a dit de faire, alors tu vois, on va être vraiment dans les proches, dans l'esprit de Star Trek classique, Alexander Courage et tout. Donc essaye d'imiter et tout, machin le bidule. Et j'ai l'impression qu'il a pris le truc un peu trop littéralement. Et du coup, j'ai vraiment l'impression d'être confronté à, tu vois, à assez fake musique libre de droit. En tout cas, quoi. ce que moi j'ai noté par rapport au générique au niveau des images, c'est que contrairement un peu à l'ensemble des séries, là c'est pas l'espace qui est vraiment mis en avant, c'est l'Enterprise. Parce que si vous vous souvenez, donc la série classique ou la nouvelle génération, même Deep Space Nine ou Voyager, on commence par l'espace et les stations ou les vaisseaux, ils apparaissent de loin et c'est seulement au bout d'un moment qu'ils arrivent dans le générique. Là, on commence directement, le sujet, c'est plus l'espace, c'est l'Enterprise. Et ça, j'ai trouvé que ça montrait un côté un peu fétichiste peut-être et nostalgique du truc. Ah bah c'est fanservice à mort, hein, je trouve. Ah oui, voilà, c'est ça. Et du coup, l'Enterprise, on le voit vraiment de très très près. C'est réussi, c'est très joli. Tu sais, ça te montre les lumières à l'ancienne, les grosses lumières oranges, des trucs comme ça, tu vois. Et mais ceci dit, par exemple, malgré ça, ça me gêne pas. Hein, c'est simplement que c'est un parti pris en particulier. Bon, pourquoi pas. Mais par contre, c'est vrai que visuellement, moi, je trouve ça très joli. Et puis, on comprend bien qu'effectivement, on va visiter d'épisode en épisode des planètes différentes. Et ça, c'est plutôt bien retranscrit dans le générique. Donc, du coup, il fait le job. C'est pas notre préféré peut-être, mais il fait le job. Je tiens à dire quand même pour la défense de Jeff Russo, parce que moi j'apprécie son taf, parce qu'il a quand même fait les BO de Légion, qui sont quand même extraordinaires. Oui, c'est vrai. On va pas lui enlever. Franchement, c'est pas lui sur... il a fait For All Mankind aussi. Counterpart, c'est pas lui? Je sais pas, je sais que j'ai beaucoup aimé Fargo et c'est aussi lui, donc voilà. Si c'est Jeff Russo sur Counterpart, c'était très bien. Et d'ailleurs... c'est peut-être le problème, c'est qu'il en fait trop en même temps, quoi. On l'a interviewé sur Strange New Pod, si vous voulez écouter l'épisode. Il est venu sur le podcast et il est très sympa. Quel numéro? Je m'en souviens plus, l'année dernière. On cherchera. Je peux te donner. 06 12 27 65 42 13. Demandez Jeff. De la part de Spotty Giraffe. Juste avant de quitter la zone spoiler, il y a juste un dernier regret que j'ai sur l'écriture. Alors là, c'est pas sur cet épisode spécifiquement, mais sur l'ensemble de la série, puisqu'ils ont décidé de faire de l'épisodique, ce que moi aussi j'approuve. Hein, je suis vraiment très très content de ça. Mais je trouve ça dommage. Bon, que le pilote soit écrit par Goldsman et Kurtzman, ok. Mais je trouve ça dommage qu'ils aient pas repris un peu ce que faisait très bien la série classique, c'est-à-dire d'essayer justement de varier les auteurs. Tu vois, de garder une writer's room pour toute la partie personnages et tout, mais pour les histoires principale, d'avoir des... Alors ça sera peut-être le cas, mais de ce que j'ai lu jusqu'à présent, j'ai pas l'impression que ça soit le cas. Et j'aurais vraiment aimé, tu vois, même Chabon, qui a pas fait la meilleure saison possible avec la saison 1 de Picard, mais je suis sûr que sur un épisodique comme ça, il aurait pu raconter un truc assez dingue, vu son parcours. Il y a plein d'auteurs de science-fiction aujourd'hui, que ça soit en littérature ou en comics, que j'aurais adoré voir faire du Star Trek sur un épisode épisodique comme ça m'aurait vraiment botté, en fait. Ça viendra peut-être, hein. Peut-être, mais je crois, de ce que j'ai lu, c'est pas le cas de la première saison. Mais de la 2, mais pour la 3 peut-être. Une fois que la série sera bien installée et que justement ces fameux auteurs verront de quoi il s'agit, ça sera plus facile de les démarcher par exemple. Ouais, après, je pense que tu refuses pas. Si, je pense que tu peux refuser. Si t'as vu Star Trek Picard saison 2, tu peux refuser. C'est peut-être mal payé aussi, hein. C'est bas. Je connais pas beaucoup d'acteurs de comics qui refuseraient, par exemple, une fiction live, vu que c'est payé à peu près 270 000 fois. À peu près n'importe quoi est mieux payé que les comics et la bande dessinée, je vous rappelle. Hein.
Voilà, c'est ça. C'est vrai, malheureusement, c'est vrai. Mais même un auteur de série télé, il pourrait très bien venir sur Star Trek parce que c'est Star Trek, ça a quand même la renommée. Non, mais je dis ça pour rire. Arrête, vous enflammez pas, c'était une Et en blague. plus, de leur point de vue, d'un point de vue d'auteur, tu vois ce qu'ils font avec les séries, tu dis que tu peux que faire mieux C'est clair. sur un one shot, quoi. Nous, on est prêts, hein, on peut postuler si vous voulez. C'est ça. Bah, du coup, sur ces bonnes paroles, on va rentrer directement dans la zone spoiler. Red alert! Hi. Sorry to interrupt. This is your captain? Our mission. To chart the stars. Push the boundaries of what is known. And what is possible. I'm standing on the surface of a comet. I love this job. These people, this crew, I believe we can do anything. You want to seek out new life? Go where the aliens are. Your presence is blasphemy. Let's talk about this. Find some I think that went well. Alors donc le premier épisode s'appelle comme la série Strange New Worlds. Il a été écrit donc par Akiva Goldsman, Alex Kurtzman et Jenny Lumet et il est réalisé par Akiva Goldsman. Alors lorsque l'une des officiers de Pike, Una, est donc portée disparue alors qu'elle était en mission secrète pour Starfleet, Pike doit sortir de l'exil qu'il s'était imposé à lui-même suite à la vision qu'il avait eue de son destin lors d'une autre mission quelques mois plus tôt, donc dans la saison 2 de Discovery. Il doit réfléchir donc avec Monsieur Spock sur la meilleure façon de sauver son officier alors qu'il lutte toujours avec sa propre dépression. Alors du coup on commence l'épisode avec un pré-générique, on a une voix off de Una, donc, et là c'est marrant parce qu'on est sur une planète qui est assez proche de la nôtre, avec plein de codes qu'on peut imaginer au niveau vestimentaire, etc. Mais c'est clairement une race extraterrestre. Et là, du coup, on a une espèce de trope de science-fiction. Les extraterrestres sont là, mais inversés, puisque l'OVNI, en fait, quelque part, ça sera l'Enterprise un peu plus tard dans l'épisode. Donc moi, j'ai trouvé que c'était une très bonne entrée en matière. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous ? Alors déjà, je dois dire que j'ai été super contente de voir cette planète puisque je sais pas si vous avez noté que c'est la même espèce extraterrestre que dans Children of Mars, la petite fille dans le Short Trek. Oui, j'avais pas fait gaffe. Ah ouais, putain, bien vu. C'est vrai. Et donc du coup, j'étais là parce que c'est sans doute un de mes Short Treks préférés. Donc je suis tellement contente qu'ils utilisent ces petites références à droite à gauche, de voir ces maquillages, ces prothèses absolument extraordinaires. C'est magnifique, c'est juste magnifique. Ouais, non, c'était cool. Je trouve que coupé la parole à c'est tout une le bonne monde. entrée. C'est une bonne entrée en matière de ce que veut dire la série, et du coup, je pense que c'est relativement efficace. Et en effet, dans la découverte de la race, c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, la série des années 60, mais avec des effets d'aujourd'hui et des maquilleurs d'aujourd'hui, ça fait un bon boulot, quoi. C'est ce qu'on verra après, même dans l'équipage, dans la passerelle, dans tous les membres d'équipage. Ça reste fidèle à ce qu'on connaissait, mais en l'upgradant à la version 2022. Et franchement, bonne entrée en matière. C'était cool de se retrouver avec... en fait, oui, la Fédération, pour les terres les planètes qui n'ont pas rejointes, c'est bien des ovnis, c'est bien des aliens, c'est bien des extraterrestres, qui peuvent être potentiellement des envahisseurs. Donc c'était intéressant de voir ce point de vue-là, qui évidemment fait le lien avec ce qui se passe plus tard dans l'épisode, évidemment. Et la résolution, et Pike qui nous fait une Michael Burnham à un moment aussi. Mais on en parlera après. Oui, on en parlera. Sur cette intro, ce qui est intéressant et assez surprenant, enfin je sais pas si vous avez réagi de la même manière, c'est le fait qu'on ne commence pas avec Pike. C'est finalement Number One qui lance l'épisode, qui fait la voix off de cette intro, et donc c'est intéressant comme donne l'intention de montrer que Pike sera pas forcément le seul moteur de la série, alors qu'on aurait pu vraiment s'attendre à ça, parce que c'est quand même le capitaine, c'est quand même l'acteur principal, et finalement de commencer avec quelqu'un d'autre, de commencer avec Number One, je trouve ça assez intéressant, et j'espère que ce sera un peu la même chose dans l'épisode suivant, qu'on arrivera à passer de point de vue en point de vue à chaque épisode, et que
tout l'équipage aura son rôle à jouer et pas uniquement le personnage central, comme pouvait l'être Kirk dans la série originale, qui écrasait un peu tout le monde, évidemment, avec un peu Spock et McCoy. Mais ouais, de débuter la série comme ça, moi je dois dire que je m'y attendais pas, au-delà de tout ce que vous avez dit. Je suis assez d'accord avec vous sur le côté old school années 60. Vraiment, ça, il y a une cohérence au niveau de l'épisode, mais de commencer du coup avec Number One, je trouve ça assez intéressant. Moi, ça me paraît presque évident dès ce premier épisode qu'on aura, comme tu suggères, des épisodes centriques du point de vue de la plupart des membres principaux de l'équipage qu'on a découvert là, quoi. D'ailleurs, justement, Pike, on va le découvrir, mais on va le découvrir complètement déprimé dans un chalet où visiblement il y a encore des éoliennes. Visiblement, c'est. Mais c'est le Montana, c'est normal. Écoute, ils ont 100 ans de retard. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Ok, ça marche. Donc il est un peu déprimé dans son chalet et donc il est avec une petite copine. J'ai bien aimé cette scène-là. Elle m'a un peu rappelé, mais à l'inverse, quelque part la séquence de Kirk dans Generations où il est dans son chalet justement où il coupe du bois. Ou il y avait un petit, voilà, c'est ça, un petit côté, j'ai trouvé ça sympa. D'ailleurs, c'est aussi une ambiance un peu Kirkienne qu'on va retrouver quand il va arriver sur l'Enterprise, mais là c'est aussi une antithèse quelque part parce que Kirk dans le film The Motion Picture, il est très content de découvrir l'Enterprise et d'y aller, alors que Pike il a pas l'air du tout, puisque évidemment il est très déprimé parce que son destin lui fait un peu peur, visiblement. Donc moi j'ai trouvé vraiment tout ça très intéressant, et surtout aussi le fait qu'il y a l'amiral April, donc qui est le premier capitaine de l'Enterprise devenu amiral, qui était donc le supérieur de Pike au moment où lui était capitaine, donc Pike était son numéro 1, qui vient le chercher en fait, parce que évidemment Pike il veut vraiment pas du tout sortir de sa torpeur, il faut vraiment l'attraper par le slip et puis le balancer sur l'Enterprise pour qu'il y aille, quoi. J'ai bien aimé cette introduction, déjà parce qu'Anson Mount, il n'y a pas à dire, il a un charisme quand même de fou. Franchement, il a un charisme de fou. Deuxième chose, je me suis vraiment demandé s'ils allaient pousser l'allusion à, en effet, la scène de Star Trek Generations plus loin. Et vraiment, j'ai dû je me suis reprojeté Generations pour vérifier si c'était le même chalet ou pas, parce que je m'imaginais déjà, tu vois, le Montana. Il me semble que Kirk vient du Montana aussi, si je dis pas de bêtises. Peut-être que je me trompe. Iowa. Ah ouais, donc non. Mais je m'étais dit, ça aurait été marrant de s'imaginer que Kirk aurait racheté la maison de Pike, tu vois. Enfin, je m'étais fait tout un film dans ma tête. Bon, a priori, c'est pas le même, mais en tout cas, ça ressemble. Et oui, le début fonctionne vraiment bien, pour le coup. Tu parles de déprimé, je sais même pas si le mot dépression correspond à ce qu'il vit. C'est-à-dire que le mec, il sait non seulement il sait quel jour il va mourir, mais en plus, il sait dans quelles circonstances absolument atroces il va mourir, ce qui est quand même, en effet, ça peut remettre 2-3 trucs en question. Et j'ai trouvé qu'il le jouait bien, j'ai trouvé les scènes vraiment efficaces. J'ai trouvé que l'arrivée d'April, le fait qu'ils utilisent Number One comme carotte en quelque sorte pour le faire remonter sur scène, tu te dis que c'est peut-être la seule chose qui aurait pu le convaincre à ce moment-là, c'était de sauver sa Number One. Donc j'ai trouvé pour le coup que c'était une intro vraiment super efficace. Mais c'est marrant parce que c'est hyper cliché. C'est une situation dans la forme, on l'a vu 1000 fois en film ou en série, le vétéran déprimé dans son coin qu'on vient rechercher et qui veut parvenir, quoi. Mais pour la nouvelle mission. Mais ouais, c'est bien fait. Moi j'aime beaucoup la DA. Je trouve que le Montana enneigé comme ça, même dans le futur, ça marche bien. Ça lui donne son petit côté cow-boy avec sa chevauchée. Ouais, alors le cheval avec le vaisseau, le cheval qui bouge quasiment pas d'un pet, excusez-moi, avec un vaisseau, bon. C'est un cheval du futur. C'est un cheval du futur. S'habituer. Mais ouais, je suis d'accord avec Romain. Le mec, il a quand même des raisons d'être déprimé, quoi. Il a des raisons de pas vouloir retourner dans l'espace et de refuser son destin, quoi. Donc, pour poser la situation, l'état d'esprit du personnage, ça marche vraiment bien. En effet, c'est efficace. Il se passe en boucle le jour où la Terre s'arrêta aussi. Ça, c'est marrant. Ouais, très bonne ref. C'était bien. Donc, réalisé par Robert Wise, donc super clin d'œil, quoi, du coup, au premier film Star Trek, évidemment. Ouais, ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a plein de clins d'œil justement au premier film Star Trek, au motion picture dans cet épisode. Alors, en effet, il y a le jour où la Terre s'arrêta, où vous venez d'en parler. Comme tu l'as dit, Guigui, aussi tout à l'heure, il y a l'arrivée de Pike sur l'Enterprise dans sa petite navette qui rappelle l'arrivée de Kirk. Et il y a même, moi, ce qui m'a aussi rappelé le motion picture, c'est le petit discours qu'il fait à tout l'équipage avant de partir, où on voit, il y a un petit montage où on voit toutes les différentes salles de l'Enterprise, un peu comme le départ vers la mission Voyager. Donc c'est rigolo qu'ils aient pris ça aussi comme référence pour cet épisode, et donc de pas se limiter uniquement à la série originale. Et c'est plutôt bien vu. Pour moi, c'est vraiment important que ce soit vraiment en continuation avec Discovery. Parce que je trouve que la réflexion que je fais souvent à Star Trek, c'est que, tu sais, d'un épisode à un autre, ils oublient complètement ce qui s'est passé. Oups,
pas de traumatisme. Et je trouve que, bien sûr, Pike est traumatisé par l'idée de savoir quand est-ce qu'il va mourir, mais aussi d'avoir perdu Discovery, parce qu'ils ont quand même perdu un équipage entier. Et ils savent pas ce qui s'est passé après. Nous, on sait évidemment qu'ils sont bien arrivés, mais pour lui, il y aura aucun moyen de savoir. Voilà, ils sont partis, ils sont peut-être tous morts. Il peut pas savoir. Et je pense qu'il y a quand même un traumatisme assez violent d'avoir perdu un équipage entier et d'avoir à complètement accepter qu'il peut pas contrôler ça et qu'il saura pas ce qui leur est arrivé, mais qui sait ce qui va lui arriver. Je pense qu'il y a un parallèle à faire avec Picard aussi. Mais je sais pas si on peut en parler, vu que tout le monde n'a pas vu la série, la finale. Ce que quand même je trouve un petit peu curieux sur le traumatisme de Pike, c'est que son hésitation à revenir, il l'axe sur ce... Enfin, je sais pas trop, je vais avoir du mal à m'exprimer ça. Mais t'as pas l'impression que... Moi, si ça m'arrivait de me voir comme ça mort parce que je suis sur une passerelle de Starfleet... Mais c'est pas sa mort en plus, c'est ça qui est bizarre. Oui, pas mort, enfin, il mal devient une foutu, personne en on va situation dire, de handicap, quoi. assez mal foutu. Je voudrais pas retourner sur une passerelle parce que je sais, tu vois ce que je veux dire, c'est que je sais où je vais mourir, donc je ne vais pas aller dans cet endroit-là, en fait, tu vois ce que je veux dire. Or, il le joue plus enfin moi je l'ai plus compris en termes de traumatisme, tu vois, je n'arrive pas à faire face à la mort, plutôt que je sais où est ma mort, donc je ne vais pas y aller. Je sais pas si vous voyez un peu où je veux en venir. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Faut dire qu'il sait que dans tous les cas il y retournera. C'est pas comme s'il avait dans l'idée qu'il allait même si la moitié du discours de l'épisode, il y a ce côté cheesy avec la morale sur le fait de jusqu'à la fin on s'attend pas à sa mort, quoi. Mais de son point de vue, je pense que de toute façon il a accepté la fatalité des choses. Ça y avait été présenté dans Discovery comme inéluctable, voilà. Et du coup il sait que ça va se passer. Il a aussi en partie, je pense, le traumatisme. Je sais pas comment vous l'avez. Je l'ai peut-être mal ressenti en fait. Peut-être que c'était pas ça l'idée, mais j'ai l'impression qu'il est suspicieux vis-à-vis de l'Enterprise. Il a pas été en partie infecté par contrôle dans la saison 2 de Discovery, l'Enterprise. En gros, j'ai l'impression que pour lui, l'Enterprise, il est pas sûr, quoi. Il est pas sûr qu'il va faire le taf plus que ce que représente l'Enterprise dans sa mission et dans son futur, quoi. Mais ouais, moi, ça me... Je sais plus comment je voulais finir cette histoire. Donc je voulais vous laisser reprendre. Et puis aussi, n'oublions pas quand même que à un moment, il l'évoque très brièvement, mais il parle de la mort de sa sœur. Pour lui, il a quand même perdu sa sœur adoptive, qui est Michael Burnham. Non, mais là, c'est Spock. Spock, ouais. Spock, oui. Pardon, je suis fatiguée. Pour rester sur le point de girafe, en effet, ils n'oublient pas Discovery. Donc, en effet, il y a évidemment Pike. Lui, il risquait pas d'oublier. Il y a Spock, mais il y a aussi l'histoire principale qui est liée directement à la mission de Discovery, puisque c'est de part, ils sont un peu fait leur petit feu d'artifice dans l'espace et ils n'ont pas réfléchi qu'ils risquaient d'être captés par d'autres races, y compris des races sous Warp. Je trouvais ça très malin de reprendre ça, moi. Pour le coup, j'ai trouvé ça très malin. Je suis d'accord. Très très bonne idée. Et par contre, moi, par contre, il y a quand même un truc que je me dis par rapport à Pike, qui sait quel jour il va lui arriver un grand malheur et comment à peu près, c'est qu'il doit se dire, quand je suis en mission là pendant 10 ans à peu près, je sais qu'il va rien m'arriver. Donc du coup, quelque part, le fait que l'équipage de l'Enterprise est avec moi, ça devrait bien se passer. Et du coup, ça serait intéressant qu'il y ait des épisodes justement qui lui fassent prendre conscience que peut-être pas, en fait. Donc bon, ça c'est pour plus tard. Mais en tout cas, quelque part, c'est une sorte de super pouvoir. C'est-à-dire qu'en gros, tu sais que là, pendant une certaine période, t'as pris l'étoile de Super Mario, donc t'es invulnérable, quoi. Mais j'ai un peu le sentiment que ça ressort dans l'épisode, moi. J'ai un peu ce sentiment qu'il part en mission en sachant que ça va bien se passer, quoi. C'est ça, un peu tête brûlée du coup. Mais il faut qu'il fasse gaffe au reste de l'équipage, parce qu'à lui, il lui arrivera peut-être rien. Mais s'il met en danger son équipage, c'est peut-être ça justement qu'on verra par la suite. C'est que cette étoile de Super Mario, elle ne s'étend pas aux autres. C'est exactement, c'est pour ça que je disais que ça peut être intéressant de voir que finalement, les choses ne peuvent pas se passer si bien que ça pour tout le monde, quoi. Il y a vraiment à prendre en parallèle aussi ce qui se passe dans Picard, à mon avis, dans l'idée de faire ses propres choix par rapport à ce qui va se passer dans sa vie. Et je pense que Pike, quand même, réfléchit au fait que il peut choisir de pas passer la porte. Il peut choisir de pas sauver ces gamins-là. Et il sait qu'il va faire le choix. Et c'est ça un peu le tragique du personnage, c'est que il peut juste ne pas le faire. Il sait qu'il peut ne pas le faire, mais il sait aussi qu'il va le faire. Et je pense qu'il y a je sais pas, mindfuck. Ce problème interne au personnage de savoir que ça va être son impulsion première d'aller sauver ces ingénieurs, en fait.
Justement, Pike, on parlait de son équipage, là il va le rencontrer, en tout cas pas mal de ses membres, ceux qu'il va découvrir en fait. Donc du coup, moi je vous propose de faire un petit tour des personnages et du casting. Alors Anson Mount, on en a déjà beaucoup parlé, en Pike il est absolument génial, hein, on en a beaucoup parlé quand même, donc on va repasser un petit peu aux autres. Peut-être quand même dire qu'il a changé de coupe de cheveux. Oui, c'est quand même la formation essentielle de ce premier épisode. Et qu'il a été... Me lance pas sur les coupes de cheveux dans Strange New Worlds. Si, vas-y, Girafe, vas-y. Non, parce qu'après, on va parler des uniformes qui ont encore changé, ça va être le bordel. Alors, mais les coupes de cheveux, je t'explique, quand ils sont arrivés au panel à Chicago, ils arrivaient tous de littéralement Toronto, où ils étaient en train de finir de tourner des scènes, ils ont pris l'avion, ils sont arrivés directement, et ils étaient tous coiffés, mais n'importe comment. On était là, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer dans cette série, quoi. Et effectivement, on n'a pas été déçus, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Spock, quoi. Le gars, il coupe sa frange lui-même, quoi. On est là, quoi. C'est tellement ça. Et au niveau des tempes aussi, Spock, je pense que là, il peut rivaliser avec mon rabbin. Il est plus très très loin là. C'est vrai que c'est un peu abusé. Il peut j'aime décider pas trop, une carte du monde avec ses tempes bientôt. Ça sera aussi dans Community, le mec qui a des étoiles sur les joues là. C'est ça. Donc je vous propose de faire un petit tour du casting et donc des personnages. Donc malgré tout, on se moque de la coupe de cheveux de Spock, mais quand même Ethan Peck, il est quand même super classe en Spock. On est bien d'accord. Ouais. Ah oui, puis surtout, moi, je suis très contente du premier épisode, quoi, parce que directement, ils sont là, ils font du fan service, quoi. Ils sont là, allez, enfin, vas-y, là. À poil, oui, mais c'est vrai. C'est vrai que ça ponfare direct. Non, mais c'est bien. Incroyable. C'est pas le ponfare, les gars. C'est pas le ponfare, les poulets. Hein. C'est pas le ponfare. Non, mais c'est du sesque, quoi. Voilà, disons ce qu'il est. Il a le droit de sexer hors ponfare, ce qui est cohérent avec ce que disait DC Fontana sur le ponfare. Et oui, donc on a sa femme, donc c'est T'Pring, c'est ça? T'Pring. Ah, pardon. Qu'on a vu donc dans le premier épisode de la série classique, donc Amok Time. Saison 2. C'est le premier épisode de la saison 2, ouais. Et du coup, en plus, même, alors j'ai pas noté le nom de l'actrice. Merci Marie-Paul. Et du coup, elle aussi, je trouve qu'elle est très bien castée. Elle ressemble beaucoup au personnage qu'on a vu dans la série classique. Et puis je trouve Arlene Martel. Elle est mortelle. Puis tu vois déjà, pareil, je trouve la séquence finalement assez bien écrite. Cette intro-là, parce que tu vois très bien pourquoi ça va pas aller, en fait, si tu veux, quoi. Tu vois très bien qu'elle, elle a envie de son Spock, et que Spock, lui, il veut son Enterprise, en fait, si tu veux. Oui, parce qu'effectivement, dans la série classique, ça ne se passe... Enfin, je veux dire, c'est presque un divorce, quoi, on peut le dire comme ça, je pense. Mais c'est là où, en fait, Strange New World est super intéressant, et j'attends vraiment de cette série, ce qu'on a vu dans Discovery, c'est d'ajouter toutes ces couches en plus aux épisodes de la série originale, qui vont nous donner, en fait, qui vont te permettre de revoir ces épisodes avec plein de sentiments différents, parce que tu connais un peu plus les personnages, tu sais ce qui s'est passé avant, et je pense que directement dans le premier épisode d'avoir T'Pring, ça donne le ton, que c'est ce qu'ils vont faire, comme ils ont fait avec Lethe, qui parle justement de comment Sarek a refusé l'académie pour sa fille, etc. Donc, moi, j'attends vraiment beaucoup de ça, de Strange New Worlds. Et j'adore, il faut dire, vous avez vu ces AV Wall qu'ils utilisent pour filmer? Je sais pas si vous avez vu les photos qu'ils ont publiées là récemment, justement pour la scène sur Vulcain, avec ces immenses murs. Et c'est incroyable, la scène du restaurant est absolument magnifique. Ouais. C'est ça qui fait le décor, il n'y a plus besoin de fond vert, c'est vraiment nickel, ouais. Merci Mandalorian. Ouais. C'est peut-être le moment de jeter un pavé dans la mer, mais cette scène m'a emmerdé sur un point quand même. Laquelle? En fait, je trouve qu'elle est assez symptomatique. Alors, ça va être paradoxal parce que ça amène des côtés que j'aime bien, mais elle est symptomatique de ces dernières années, le côté réhumaniser la façon de voir certaines espèces, là où à l'époque de Roddenberry, il est présenté comme des espèces qui se comportaient différemment, qui avaient des façons d'agir, ils étaient juste différents, et du coup les espèces cohabitaient, mais en acceptant les différences les unes des autres. Et je trouve que dans les séries récentes, on a tendance à réhumaniser toutes les espèces, à rendre les personnages plus comme des humains se comporteraient. Et j'ai l'impression que sur Spock et T'Pring, ça ressort vachement, parce que certes, on raccroche les wagons, en effet, on va comprendre pourquoi ça se passe comme ça dans le premier épisode de la saison 2 de la série originale, mais c'était plus froid à l'époque. Il y avait quelque chose qui était bien plus froid. Pour aller dans le sens de Manu, moi je me demande, est-ce qu'on a besoin de tout expliquer de toute façon? Bah non.
Voilà, c'est pour ça que je suis d'accord avec toi. Au-delà de la manière de les montrer, moi finalement ça me suffisait très bien à Mock Time. Si on doit se taper l'histoire entre Spock et T'Pring sur toute la saison, là franchement ça m'intéresse pas. Il y a des gens qui sont intéressés par ça. Petite excuse-moi. Moi en tout cas justement, moi au départ j'ai signé pour Strange New World pour justement ne pas avoir ça, pour avoir ce côté dont on parle depuis le départ, le côté mais ça c'est le compromis, Romain, c'est le compromis. On aura ça, on n'aura pas full. Et tu peux ajouter aussi que dans Such Sweet Sorrow, le dernier épisode de la saison 2, Michael dit à Spock d'essayer de rentrer en contact avec les gens qui sont les plus loin de lui, n'est-ce pas? Reach for the people who are far from you. Et tu poses-toi la question, moi c'est ce que on en a beaucoup discuté, mais pour Spock, qu'est-ce qui est le plus loin de lui? C'est son côté vulcain. Et justement cette tradition qu'il y a dans sa famille, on sait qu'il a été fiancé à T'Pring quand il était enfant, c'est quelque chose auquel il a essayé d'échapper pendant Discovery, il va sur l'Enterprise, il veut plus parler à son père, mais après ça, justement, est-ce que c'est pas parce que Michael lui a demandé d'aller essayer de connecter avec ces gens qui sont aussi loin de lui? Est-ce que cette reconnexion avec T'Pring, c'est pas aussi ça? Est-ce qu'il essaye pas aussi de faire la paix avec sa famille, avec son côté vulcain? Et puis en fait, on voit que c'est pas ce qu'il veut faire parce que dès que le téléphone sonne, il se barre. C'est clair. C'est une interprétation intéressante, je trouve. Ouais. Ouais, mais dans la série originale, le Spock original, on l'a vu plutôt être vulcain et se tourner vers son humanité au fur et à mesure. Et là, j'ai l'impression qu'il part de son humanité et qu'il fait un chemin inverse qui n'est pas forcément super cohérent avec ce qu'on en connaît, quoi. Il y a un élément à voir s'ils vont décider de l'utiliser ou pas, c'est que dans The Cage, l'écriture de Spock était totalement différente de ce qu'il est devenu après dans Star Trek original. Et il était très souriant, etc., etc. Donc, on sait tous que c'est une réécriture du personnage. Hein. Enfin, ça n'a jamais censé être canon au sens où on l'entend. Mais est-ce que du coup ils vont utiliser ça pour se dire qu'il va se passer quelque chose dans Stranger Worlds qui va faire qu'au contraire Spock va se reconnecter, se refroidir entre guillemets, se déconnecter de l'humanité? Est-ce qu'ils vont l'utiliser? Je pensais à ça récemment. C'est ce qui arrivera à Pike en fait qui finira par le marquer, hein. C'est pas impossible. Peut-être, ouais. Il faut voir aussi l'évolution de Spock pour arriver à Spock en 2009, n'est-ce pas, qui dit à sa version plus jeune qu'en fait, il faut qu'il soit les deux, quoi. Il faut qu'il réconcilie tout ce qu'il a. Mais là, on rentre dans des conversations où moi, ça m'énerve dans Star Trek, où t'as toujours ces personnages métis, en fait, qui doivent faire un choix. Et en fait, t'as pas à faire un choix, hein. Tu peux être les deux, hein. Donc, il y a aussi une évolution de Spock entre ce moment où il refuse entièrement sa famille et son éducation. Et je le lis à plus il a de poils, tu vois, plus il veut être humain, moins il a de poils, plus il va être vulcain. Tu vas voir, il y a un Fred, tu vois. Et dans TOS, dans la série originale, il a des poils, mais pas trop, tu vois. Donc, il est arrivé à un équilibre. Ouais. Non, mais je trouve que c'est une analyse vraiment très pertinente. Je suis d'accord avec Gérard, j'allais dire qu'effectivement, 2009, le Spock, voilà, il y a un vrai changement. Le vieux Spock dit à son jeune, pense aux deux trucs. Donc effectivement, il y a peut-être quelque chose qui va se passer dans cette série-là. Et Girafe qui nous fait des petites interactions en visio pendant que je parle, qui me déconcentre. Et du coup, voilà, c'est peut-être effectivement ça. Il va peut-être passer des trucs là qui vont expliquer pourquoi il a changé par la suite. Bon, on avance parce qu'il reste 12 personnages à Nelly. Là, justement, du coup, on va parler de Uhura, la nouvelle Uhura. Donc, Girafe, je te laisse en parler. Nyota is my homegirl. Voilà, absolument. D'abord, je suis moitié africaine de l'Est, donc je suis très contente d'avoir Uhura sur la passerelle. Je trouve que c'est d'abord un casting excellent. Celia Gooding est absolument parfaite. Et le fait de choisir une actrice de Broadway pour Uhura me donne de l'espoir par rapport à des petits numéros chantés dans la grande tradition avec des de la série originale. Oui. Donc ça, tout le monde s'y attend, tout le monde est prêt. Et je trouve que ce premier épisode, même si on la voit pas beaucoup, les peu de moments où elle est là sont tellement parfaits. C'est-à-dire que, tu sais, il n'y avait pas de devoir, il n'y avait rien à faire, mais elle a quand même révisé, quoi. Le moment où le gars arrive dans le turbolift, elle est tout de suite « Salut !»
Et en fait, si tu regardes, c'est la seule qui réussit le first contact, en fait. Hein. Ok. Il flippe absolument tout le monde, les autres, et elle est là. Ouais, tu sais, le sport, le machin, tu vois, notre passerelle, c'est un peu ça. Et après, le gars se fait jump par Chapelle quand même. Et si tu regardes, Chapelle lui saute dessus et lui met like, 2 coups de hypospray. Et Uhura, elle fait quoi? Elle le rattrape et elle l'empêche de tomber trop violemment. Et je pense que rien que ces tout petits moments du personnage te donne une idée de comme ça de l'élégance qu'on a vu avoir Nichelle Nichols dans la première série et de ce côté un peu de compassion en fait qu'on la voit avoir pour une espèce d'alien qu'elle connaît pas du tout, qu'elle rencontre pour la première fois. Donc ça c'est très 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 prometteur. Et je vais m'arrêter là parce que comme j'ai vu d'autres épisodes, tu vois, je vais me mordre la langue. Mais moi j'ai bien aimé j'ai adoré la scène Turbolift, je suis d'accord, et j'ai bien aimé la réécriture du personnage en génie linguistique. Évidemment, dans la série classique, la seule présence de Nichelle Nichols c'était déjà une sorte d'événement, mais elle était quand même, on peut pas dire qu'elle avait énormément de grain à moudre, hein, elle avait pas grand-chose à faire. Là, je trouve que la réécrire comme une génie linguiste, compréhension des peuples et tout, je trouve que c'est totalement cohérent, et pour le coup, je trouve ça très très malin. Est-ce qu'on a dans le Kelvinverse, hein? J'espère que ça va être un peu exploité. Et tu mets le doigt sur un truc qui est assez présent dans pas mal de personnages, c'est que, et les Gatekeepers vont péter un plomb, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui sont mises en avant, beaucoup plus que dans la série originale, et que les rôles qu'on connaissait de femmes sont aussi bien plus étoffés dès le premier épisode, et ils le font bien, ils le font d'une façon qui choquera personne en fait, qui est naturelle, les personnages sont là et puis on va les découvrir. Et là, ça reste fluide avec le reste, quoi. Même si c'est pas des personnages qui étaient forcément hyper en avant, hyper en activité dans la série originale, ça les empêche pas dans d'autres situations d'être là, quoi. Et ouais, c'est très cool. Uhura, Nurse Chapel, je les trouve très bien dans le premier épisode. Ça promet des bonnes entrées. Il y a quand même une différence entre les deux, c'est que Uhura, je trouve que c'est complètement compatible avec ce qu'on savait déjà du personnage, alors que Nurse Chapel, je la trouvais quand même très effacée dans la série classique. Alors évidemment, c'est lié à l'époque aussi, hein. Elle avait le petit côté peut-être petite fille parfaite comme ça qui regardait Spock avec des grands yeux comme ça un peu effacés. Mais je trouve quand même le nouveau personnage très funky, très fun. C'est un peu la Tilly, excusez-moi pour la comparaison, dans ce premier épisode. Hein. C'est un peu la Tilly de Discovery. Enfin, voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. On t'a compris. Je trouve ça, je retrouve moins la Chapel que je connaissais dans la série classique. Mais c'est pas bien grave, hein, parce que non, c'est effectivement cette nouvelle actrice, voilà. Jess Bush, elle est vraiment excellente. Donc de reprendre ce personnage qu'on avait vu, mais peu finalement, qui était joué par Majel Barrett à l'époque. Et moi, dans la série classique, malgré tout, j'étais sous son charme, l'infirmière Chapel. Je sais pas, c'est le côté, le côté infirmière, voilà, sans doute. Et là, c'est cette nouvelle incarnation où on voit cette jeune femme vraiment fraîche, enjouée, très dynamique, vraiment à fond. Elle se laisse pas faire. Et puis même, justement, l'interaction, la rencontre entre Uhura et Chapel, moi, je l'ai trouvé vraiment fantastique, quoi. C'était vraiment, franchement, ça marchait bien. C'était vraiment très fruité, j'ai envie de dire. Je sais pas, c'est comme si j'avais mangé un petit bonbon acidulé. Je trouvais que cette scène, elle fonctionnait bien et qu'elle promettait justement une bonne relation à venir et sûrement un duo très intéressant, quoi. Et elle a une spécialité, elle apporte un côté, le petit côté Enterprise, on te fait découvrir les débuts de quelque chose. Et là, c'est un peu les débuts des transformations génétiques, ils en sont encore au balbutiement, quoi. Et elle apporte ça aussi, ça fait un petit lien avec ce qu'on connaîtra, ou 10 ans plus tard, en fait, ils font ça toutes les semaines d'une façon normale, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est c'est une civile, elle n'est pas de Starfleet aussi. Ça, c'est une petite... un truc en plus, quoi. La question, c'est comment est-ce qu'ils vont arriver à faire que Nurse Chapel, elle passe de ce type de personnage à ce qu'on voit dans TOS, en fait. Ouais, alors ça, je suis pas sûr qu'on soit obligé de le faire. Je pense qu'on peut passer outre. Ils vont le faire pour sûr. Il va se passer quelque chose. Ah, mais 100%. Ah, mais... Tu crois vraiment ? Non, mais c'est sûr. Ils peuvent pas avoir des personnages qui sont aussi proches de leur incarnation des années 60 pour les autres, comme pour Uhura, pour Spock, etc. Sauf pour elle. Et Nurse Chapel, je pense qu'il y a une telle différence
une telle différence. Il y a quand même des épisodes What Little Girls Are Made Of et dans la série originale où on voit quand même la backstory de Chapelle avec cette histoire avec ce fiancé qu'elle a perdu et tout ça. Ils vont lier ça parce que on peut critiquer les équipes qui font les Star Trek maintenant, mais ils connaissent leur Trek. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Ils cherchent à tout lier de toute façon, c'est sûr. Il y avait une histoire de petit ami décédé, j'ai oublié ça, tu vois. Ouais, tu sais celui où ils font un double de Kirk dans des cavernes. Il y a le gars qui fait, tu sais, le géant dans Addams Family. C'est moi qui explique des épisodes de Star Trek, alors prépare-toi. Ouais, What Little Girls Are Made Of. C'est autour de Chapelle, elle va sauver son fiancé qui est un scientifique. Et en fait... dans saison 3, ça, non non, c'est la saison 1, je crois. Bon, attends, comme ça, référence... De quoi les petites filles sont faites, si on traduit le titre. La planète des illusions en français. Ah, bah écoute, pourquoi pas. Ouais. Et c'est vraiment autour de l'histoire de Chapelle. Donc il y a pas mal... tu la vois beaucoup, tu vois aussi comment elle réagit et tout. Ouais. Tu m'as donné envie de le revoir. Ouais, parce que je m'en souviens plus du tout. Moi non plus, il faut que je le revoie absolument. This is Nurse Chapel. Welcome to Enterprise. Sounds like you're just the person for the job. What job? I'm gonna mess with your genome. Is it safe? Almost every time. I thought you might need to discuss your feelings. I feel I should have seen that coming. It's good to get mad sometimes. I applaud your performance. Don't thank me. I know I'm good at my job. Et on va passer de l'infirmière donc au docteur. Donc c'est pas le docteur McCoy, là c'est le docteur Mbenga. Il y a un nouveau docteur d'ailleurs. Qu'on avait déjà vu donc dans 2 épisodes de TOS si je me souviens bien. Et il est joué par... Alors j'ai peur d'écorcher son nom. Est-ce que quelqu'un peut le dire à ma place s'il vous plaît? Babs Olusanmokun Ouais, Ah, Babs Olusanmokun, ouais. Merci beaucoup. Je sais pas si c'est vraiment comme ça que ça se Oui, prononce. je suis désolée si c'est pas ça. Ouais, pareil. Il te pardonne. On est tous je viens désolés. de l'avoir au téléphone, il te pardonne. Ok, merci. Et en tout cas, ce docteur, moi, je l'ai trouvé aussi très frais parce que il a l'air aussi très enthousiaste, très bienveillant. Enfin, l'antithèse de McCoy quelque part, qui avait toujours l'air un petit peu sec, toujours un petit peu irrité, parce que je sais pas, il avait pas bu son café ou j'en sais rien. Et lui, il a l'air vraiment d'être très sympathique. Je pense que je l'aimerais bien avoir comme médecin traitant en fait. Il a l'air cool, ouais. On n'en voit pas grand-chose encore dans ce premier épisode, mais il a des bonnes interactions. Ouais, il n'y a pas grand-chose à en dire, je suis d'accord avec Manu. Il est proche de son sur cet équipage. épisode. Sa voix m'a rappelé la voix de l'acteur qui faisait qui fait Black Panther. Et du coup, j'ai beaucoup aimé sa voix à cet acteur, mais j'ai rien d'autre à dire que ça. Et il est excellent comme acteur, moi j'aime beaucoup. Il est dans Dune notamment, au Black Mirror. C'est un personnage très charmant de premier abord en fait. J'ai beaucoup d'amour pour le docteur Mbenga dans TOS parce que déjà il arrive, tu sais, McCoy il sait jamais ce qui se passe quoi. Il est là, oh les Vulcains, je sais pas, ils ont de la tension en plus, j'en ai aucune idée. Comment ça, c'est eux qui ont fait le premier contact et t'as jamais entendu parler de la physiologie des Vulcains quoi, sérieusement quoi. Et il est toujours fâché. Mbenga quand il arrive, ouais mais ça c'est les docteurs de l'armée quoi. Ouais. Et Mbenga quand il arrive il est tout de suite un spécialiste, tu vois, le gars il sait, il connaît, il est spécialiste justement des Vulcains, etc. Et il y a un tel je sais pas, une telle sérénité dans le docteur Mbenga. Je suis vraiment contente qu'ils aient repris ce docteur là pour Strange New Worlds. Et aussi, attends, je voulais dire un truc, j'ai oublié, mince. Je me suis coupée moi-même. Et je voulais dire ça. Le gars qui jouait d'ailleurs le docteur Mbenga de la série originale, Booker Bradshaw, est juste un gars absolument extraordinaire qui a bossé pour la Motown, qui a écrit des trucs pour la Planet of the Apes. Vraiment, juste jeter un coup d'œil à ce gars parce que je pense que le fait que maintenant il soit dans Strange New Worlds va apporter un peu plus de, tu sais, de profondeur, de visibilité à cet acteur dans TOS. Donc, voilà, Booker Bradshaw. Ensuite, on a Christina Chong qui joue donc Lan Noning Singh. Alors, c'est là où on a eu un petit souci, à l'annonce du personnage. C'est-à-dire, pourquoi nous ramener encore Khan? Tu sais pourquoi? Ils veulent juste pouvoir avoir une scène où quelqu'un fait Lan. Et c'est tout. C'est absolument tout. Mais du coup, le nom de Noning Singh, Spock 10 ans plus tard. Non, mais c'est ça. Mais peut-être que c'est un nom de famille comme un autre, peut-être. Qu'elle a
touch, et il y en aura une autre dans un autre personnage. Je sais pas si tu vas le compter dans des personnages de l'équipage, mais on va avoir l'occasion d'en parler. C'est là où t'as la touch Akiva Goldsman, quoi. C'est le truc qui ne sert absolument à rien, le truc qui est forcé au Akiva Goldsman ou Kurtzman, hein, j'en sais rien, mais le truc qui est archi forcé et le truc qui énerve en fait, quoi. Le mec s'appelle donc Adolf Hitler, hein. Enfin non, elle s'appelle Lann Hitler, hein, dans le futur. Déjà, ça n'inquiète personne. C'est-à-dire que tu te présentes, bonjour, je m'appelle Manu Hitler. Je pense quand même qu'à un moment donné, je te poserai la question. Tu vois, il y a un lien avec le monsieur allemand avec la petite moustache là. Tu vois, non, là, la meuf, elle a un nom quand même très particulier. Tout le monde s'en bat les couilles. Bon, il y a, comme tu le dis, le fait que dans 5 ans plus tard, il va rencontrer, ou ouais, peut-être 7 ans, j'en sais rien, 10 ans, il va rencontrer Khan. Enfin, tu vois, toujours cette impression dans les nouvelles séries Star Trek que l'univers est composé d'à peu près 150 personnes, si tu veux, quoi. que t'es soit le descendant de Data, soit le descendant de Singh, soit, tu vois, soit t'es la sœur de Spock ou le frère ou le père de Spock ou quelque chose comme ça. Et je trouve ça super agaçant, surtout que c'est marrant parce que dans ce pilote, c'est le seul personnage dans lequel il développe une backstory, qui est une backstory, bon, assez classique, mais très séduisante, tu vois. La meuf, elle a été enlevée, machin, truc bidule. Donc ça fait d'elle une... par les Gorn et tout. Ça fait d'elle une agente de sécurité, tu vois, limite un peu trop bourrue. Enfin, dans le personnage, je veux dire. Tasha Yar, en fait, la nouvelle Tasha Yar. Un peu la Tasha Yar et tout. Qu'est-ce qu'ils vont aller nous faire des conneries? Alors peut-être qu'ils vont juste, tu vois, c'est juste haha lol, et ils vont jamais en plus reparler du fait qu'elle s'appelle Noonien Singh, tu vois, c'est possible. Mais dans tous les cas, je trouve ça un peu débilos, quoi. Ouais, c'est forcé pour rien. Je pense qu'ils vont en parler, puisque vu qu'elle sa réticence à justement à se faire modifier son génome, on sent qu'il y a quand même quelque chose. Et effectivement, moi je trouve qu'il n'y avait pas besoin, parce que l'actrice, franchement, l'actrice, je l'ai trouvée fantastique. J'ai trouvé que son personnage fonctionnait bien par rapport à son attribution au sein du vaisseau. Enfin, tout fonctionnait bien. Ouais, il n'y avait pas besoin de rajouter encore ça, qui est du fanservice qui fait plaisir à personne, en fait. Mais on sait qu'ils sont en train de lier toutes les séries. C'est peut-être juste une homonyme. Hein. Peut-être, mais ça serait bizarre. Ça arrive, hein, ça va. Karamazov, aucun lien. Non, mais ils sont en train... Jean-Michel Hitler. Ils sont en train de lier toutes les séries. Ils viennent de finir Picard avec... Je peux parler de ça ou pas? Oui. Oui, bien sûr. Ouais. Ils viennent de finir Picard avec le projet Khan qui est clairement montré à l'écran. On sait qu'il va y avoir des augments dans Enterprise, donc avant Strange New Worlds dans la chronologie. Donc on sait qu'il y a quand même, encore une fois, Brent Spiner qui fait 12 000 personnages qui se ressemblent tous et qui font tous la même chose, qui va être là à faire des modifications génétiques bien dans le 22e siècle. Si tu veux, c'est intéressant de tirer ce fil qui vient par Picard, par Enterprise, et je pense que c'est ça qu'ils sont en train de faire, de montrer que oui, il y a le Botany Bay, mais derrière, il y a quand même eu des manipulations génétiques qui ont été faites pendant tous ces siècles-là. Et ils disent plusieurs fois qu'ils n'ont pas beaucoup de connaissances de ce qui s'est passé avant la Troisième Guerre mondiale. Ils le disent dans Picard, ils le disent dans TOS, qu'ils ont perdu beaucoup d'archives et qu'ils sont vraiment pas sûrs de ce qui se passe. Et Spock ment tout le temps. Spock, il connaît personne. Il reconnaît même pas ses parents, il reconnaît pas son frère. Non mais, le gars, sérieusement, quoi. On n'est plus étonné à ce point-là. En fait, les scénaristes de Star Trek, c'est tous c'est comme Singh, joué par Brent Spiner, c'est tout le temps les mêmes qui écrivent tout le temps la même chose. Ouais, c'est vrai. Et puis en plus de ça, je veux dire, les augmentés, on les a vus quand même pas mal dans Enterprise. Et puis finalement, attention, spoiler alert, Deep Space Nine, il y a aussi le Dr Bashir. Donc je trouve que cette thématique-là, on en a déjà assez rabâché, quoi. Franchement, moi, j'en peux plus. Hein. Il n'y a pas besoin, raconter des bonnes histoires, pas besoin de te relier tous les points. Surtout, on pourrait lier avec autre chose. T'as l'impression que Khan, c'est le seul truc qu'il y a dans Star Trek. On l'a en plus refait dans la Kelvin Timeline. C'était ridicule, le fait de dire non, c'est pas Khan, en fait, c'est lui. Enfin bref, qui lie tout l'univers avec plaisir, mais qui le lie avec d'autres trucs qui change un petit peu. Moi, je reviens toujours au roman soi-disant écrit par Shatner qui relie tout ce qui est Vidger, les Borg, etc. Il y a plein d'autres manières de relier l'univers Star Trek que tout le temps revenir à Khan. Écoute, moi, je veux juste voir les Gorn. Hein, moi, tant qu'on revoit le torse de Khan, moi, ça me va. Exact. Merci beaucoup. Ok, d'accord. Je crois que Ricardo Montalban n'est pas dispo, mais bon, on va voir. Remboursé. Et Cumberbatch est trop cher, donc c'est ça. Ouais, mais le torse de Cumberbatch, il est non, il a pas besoin de se mettre à poil. Ce serait bien que Khan, tu sais, il est indien. Ce serait bien qu'ils arrêtent de caster des gens qui sont pas indiens. Hein, ce serait sympa. Un jour. Caster l'acteur de The Green Knight, il est fantastique en plus. C'est noté. On leur enverra cette recommandation.
Sinon, on a aussi donc l'actrice Melissa Navia qui joue Erika Ortegas, qui est donc la timonière, on peut dire. Ah, putain, il y a une erreur énorme dans cet épisode. Alors là, pour le coup, Shem dis-nous, qu'est-ce Anzem. qu'il y a À un moment donné, et c'est validé dans les sous-titres en plus, à un moment donné, Hanson Mand dit, je sais pas qui, you have the com. Et c'est écrit C-O-M, quoi. Ouais, the command. J'ai été choqué, quoi. Au moins. Alors explique-nous pourquoi, parce Parce je pense qu'en que tout le fait, monde c'est n'a pas you have compris. the con. Et con, c'est un terme marin qui veut dire les contrôles, en fait. Et c'est pour ça que d'habitude, les pilotes, on les appelle les con officers. C'est pour ça que je pense à ce moment-là, en fait. Donc le fait qu'ils disent you have the com, c'est une erreur assez majeure d'écriture. Ou juste une faute de frappe, peut-être. Sauf qu'il le dit et Non, il c'est dans le l'écrit, dialogue aussi. en fait, si tu veux. D'accord, ok, d'accord. Ok, donc qu'est-ce que vous avez pensé de Erika Ortegas? Moi, je trouve, on n'en voit pas grand-chose, mais j'ai trouvé que ça avait l'air sympathique, en tout cas, comme personnage. Non mais tous les persos, même si on les voit pas beaucoup, ils ont du style pour l'instant. Ouais, ils sont stylés, Ils pètent, quoi. Franchement, ils pètent tous la classe, je trouve. Donc ouais, même si on n'en voit pas grand-chose, je pense encore que c'est un personnage, c'est sûr, on va le découvrir plus dans la saison et on aura un moment à centrique sur elle, même si c'est en saison 2. Ouais, en tout cas, pour l'instant, elle est stylée. Et qu'est-ce que vous avez pensé donc du numéro 1 joué par Rebecca Romijn, qui est donc mariée à un autre numéro 1, donc Jerry O'Connell de Star Trek Lower Decks. Oui, comme on avait adoré ce personnage dans Discovery saison 2, je pense que là, elle est tout aussi bien. Moi, je suis amoureux d'elle depuis 12 ans, je pense, donc je suis un peu biaisé. Et ça n'a pas changé. Mais seulement en bleu, seulement quand elle est peinte en bleu. Ouais, Rebecca Romijn, Rebecca Romijn est juste incroyable. Elle est dans le... Et contrairement à Chapelle, on reconnaît Majel Barrett. Tu vois ? On voit le style un peu qu'elle a... Et pourtant, elle a juste joué ce personnage, quoi, un épisode, 2 épisodes. Et incroyable. Je suis archi d'accord, elle est vraiment dans la continuité, si bien que limite je serais assez pour qu'il fasse une backstory. Alors là ça serait vraiment raccrocher les wagons, mais vous vous rappelez que tous les ordinateurs de Star Trek ont la voix de Majel Barrett et je serais presque pour qu'il fasse une histoire là-dessus à terme, tellement que je la trouve fidèle à ce qu'était Barrett dans The Cage. Mais du coup il faut aussi la relier à la Nurse Chapel, va falloir expliquer pourquoi elles sont censées être des sosies. Tu sais, quand ils ont lancé les personnages, je disais il faut que Rebecca Romijn, elle joue les deux et que et que personne remarque jamais que genre elles sont absolument identiques. Personne ne dit jamais rien. Ça aurait été incroyable. Mais d'ailleurs, il n'y a pas une différence d'âge entre l'actrice qui fait Chapel et l'actrice qui fait Number One, genre massive. Si, ouais, si, ouais, je pense, ouais. Jess Bush, elle est... 10-15 ans facile, je pense, ouais. Il n'y a pas son âge, mais ouais, elle est très jeune. Oui, mais c'est pas grave parce que la Chapel qu'on connaissait, de toute façon, c'était 10 ou 15 ans plus tard. Oui, c'est vrai en plus. Mais oui, exact. en fait, ça compense. Bien joué. Et puis on sait même pas si Number One est vraiment humaine au final. Eh bien, alors, un truc qui est intéressant, c'est que, je sais pas si vous avez lu les livres Enterprise War, mais il y a pas mal de backstory sur Number One dans ces livres-là. Et jusque-là, ce que je remarque, c'est que les nouvelles séries prennent pas mal en considération ce qu'il y a dans les livres. Et il y a pas mal de références à Enterprise Wars dans les... enfin, tu sais, il y a des allers-retours, en fait, entre ce qui se passe dans Discovery 2, dans les livres, et puis ensuite dans la création des personnages. Donc ça, c'est intéressant à voir, en fait. On savait qu'elle s'appelait Una. Oui, c'était dans un bouquin, justement. Et c'est dans le Q&A aussi, dans le Short Tracks. La question, c'est son nom de famille, parce qu'elle s'appelle Riley, comme le Lieutenant Riley dans TOS. Et du coup, je suis persuadée qu'ils sont frères et sœurs maintenant. C'est pour ça qu'elle sait chanter. Et c'est pour ça qu'ils chantent aussi, tu vois. On va revenir un petit peu à l'histoire. Attends, t'as pas parlé du dernier membre d'équipage ? Ah, qui c'est que j'ai oublié ? Samuel Kirk. Non, mais attends, mais ça c'est pour la fin, ça. Il manque toutes les étapes. Il manque Hammer aussi, mais il est pas là dans cet épisode. Ouais, on le voit juste se téléporter, donc l'ingénieur andorien aveugle. On le voit donc se téléporter une petite scène, quelques secondes. Donc ça, on en parlera le jour où on parlera de l'épisode 2, hein, peut-être tout à l'heure, on ne sait pas. Donc je peux pas dire maintenant que Samuel Kirk c'est complètement con qu'il soit sur l'Enterprise et que c'est... Bon allez, ok, t'as envie d'en parler, parlons-en. Allez, voilà, vas-y, c'est complètement con qu'il soit sur la allez. salle de l'Enterprise, il a rien à y foutre, c'est encore complètement forcé, la blague est nulle, et une fois de plus, ça n'a aucun sens. Encore une fois, je reste sur mon idée originale, il y a 150 personnes qui vivent dans l'univers de Star Trek, quoi. Voilà.
Mais c'est peut-être un homonyme, c'est peut-être pas le frère de James T. C'est ma blague, ça. Je suis d'accord avec Romain. Mais tu le c'est rigoles, notre- on le connaît, Samuel Kirk. Tout ça pour se faire assassiner par des pancakes volants là. Ouais, c'est ça, ouais. Non, Ils sont mais ça peut assassinés être par un une autre crêpe Samuel de Kirk. Il l'espace. peut y avoir 2 Samuel Kirk dans l'univers. Ouais, avec une moustache. Non, Oui. la moustache, il est le seul à la porter comme ça. Il y a lui et... Oh, regarde, il y a 2 Romains dans ce podcast. C'est clair. Mais moi, justement, Samuel Kirk, il y a un truc qui m'avait toujours un peu choqué dans la série originale, quand Kirk apprend que son frère est mort. Ça n'a pas s'en l'air fout de un le peu. perturber tant que ça. Alors que quand Spock, il se casse un ongle, c'est « Oh mon Dieu, Spock, mon ami, ça va ?» Tu vois, je veux dire, il y a toujours un petit décalage comme ça dans... Il y a une très belle scène quand même entre Kirk et Spock au moment où il apprend la mort de Samuel, où on voit que Kirk il est un peu, tu vois, choqué quand même et Spock va pour lui parler. Et il l'envoie valser en disant ouais, je sais que t'as pas d'émotion, un truc comme ça. Et il y a cette scène. Regarde l'épisode, tu vas voir. Maintenant, il y a plein de trucs. Je me dis, oh, tu vois, Spock ici, il pourrait dire j'ai connu ton frère, mais il dit rien. C'est ça, Ah, exactement. C'est ce que j'allais dire. Maintenant, c'est ce que Spock voulait dire. J'ai connu ton frère, c'était un gros con. Hein. Franchement, tu perds pas grand-chose, quoi. Oh mon Dieu. Peut-être qu'il allait lui dire, mais moi aussi j'ai un frère, je t'en ai jamais parlé jusque-là, puis j'ai aussi une sœur, je t'en ai jamais parlé jusque-là. Oui, tu vois, il peut aussi dire ouais, j'ai perdu ma sœur, je sais ce que ça fait, tu vois, mais il le dit pas. Et tu vois, il y a plein de. Maintenant, tu vois, ils te font. Maintenant, je veux revoir Arena avec les Gorn. Juste pour me dire, ah, mon Dieu, il donne à manger des gens. Tu vois, et flipper un peu plus pendant l'épisode, quoi. D'ailleurs, elle dit un truc qui est super énigmatique sur les Gorn. Alors, c'est peut-être ma compréhension de l'anglais qui est trop limitée. Elle dit qu'ils utilisaient les humains qu'ils avaient kidnappés comme des mating. Alors attends, parce que j'ai regardé ce truc 30 fois. Parce que j'étais là, ah mon Dieu. Donc en fait, ils capturent des vaisseaux, ils les laissent, ils abandonnent les gens sur des planètes qui sont des planètes où ils font grandir leurs bébés en fait. Et du coup, ils nourrissent leur progéniture avec des gens qui kidnappent dans l'espace. Et du coup, les gars se font manger les uns après les autres, vivants d'ailleurs, ou utilisés comme truc pour faire grandir les œufs en fait. Des espèces de cocons. Ouais, alien, un peu. donc voilà. Et le truc, c'est que la dernière personne qui survit, par tradition, ils la foutent dans une capsule et la laissent mourir dans l'espace. Et c'est là où La'an a été récupérée par l'équipage du King Jr., où Una était une cadette, ou enseigne, je sais plus. Donc bien grosse, quoi. Joli clin Bien d'œil au dégueulasse. passage. Joli clin d'œil à la connexion entre Nichelle Nichols et Martin Luther King Jr. d'ailleurs. C'est sympa de leur placer sur ce vaisseau-là. Puisqu'on sait que c'est à cause de lui, enfin c'est lui qui l'a convaincu de rester dans la série alors que l'actrice voulait partir parce qu'elle ne visait pas grand-chose en termes de script. Donc bon, on peut revenir donc à l'histoire. Ah bon Pourquoi Tu veux pas parler des Gorn un peu Donc plus on a... Ouais, non, moi je pense qu'on fera un spécial Gorn un jour. Hein. Je pense que là, justement, ça a l'air vraiment sympathique. Et puis on fera aussi des bruitages tant qu'on y est. On dira à Cyril Miquel de s'habiller en Gorn. C'est un peu notre souffre-douleur cosplayer. Dès qu'il y a un truc vert, c'est pour lui. Donc oui, visiblement, ils ont découvert des signatures de distorsion de ce peuple qui n'est pas censé l'avoir, et visiblement, ce seraient donc des armes. Donc ils se disent, tiens, on va faire une petite mission d'infiltration. Donc c'est là où effectivement, ils vont se transformer un petit peu en cette race alien pour se faufiler, essayer de savoir ce qui se passe, et de retrouver donc les officiers disparus. Et puis finalement, fuck, tant pis, on y va, on rentre dans le lard. Hein. Donc c'est là où Pike, effectivement, il fait sa Michael Burnham. Et effectivement, moi je trouve que c'est quand même plutôt cohérent par rapport à tout ce qu'on a dit plus tard, effectivement, que du coup il a un peu ce côté tête brûlée. Et ouais, moi j'ai plutôt bien aimé cette histoire d'infiltration de Spock, dont ce métabolisme fait que la transformation génétique ne tient pas avec le temps, il faut essayer de la cacher, etc. Et puis bon, il y a de la bagarre à l'ancienne, enfin tous ces trucs là. C'est un épisode à l'ancienne sur l'intrigue. Hein, c'est vraiment plutôt cool, quoi. Et puis le discours de Pike justement avec quand il dit amenez-moi à votre leader, donc oui c'est pareil, donc on a ce miroir inversé du trope classique, quoi. Là c'est les extraterrestres, c'est des humains, et puis du coup il arrive à les convaincre en disant bon moi j'ai le plus gros bâton, je sais plus ce qui sort, un truc du style c'est celui qui a le plus gros bâton qui a raison, et puis après il lui montre moi j'ai un plus gros bâton, puis en fait il dit à l'Enterprise de rentrer dans l'atmosphère pour montrer justement le vaisseau. Moi je trouvais ça plutôt cool, mais surtout Marie-Paul en parlait tout à l'heure, ou c'est Romain Nigita, je me souviens plus, qui parlait donc du discours de Pike qui était pas du tout fin. Et c'est vrai, il est pas subtil du tout parce qu'il est très frontal. En gros, on est sur une planète avec une société qui nous ressemble énormément. Et en gros, Pike, il leur parle de voilà, nous on a quand même bien merdé, on a eu la 3e guerre mondiale, ça a bien pété, regardez. Et moi je trouve ça très pertinent parce qu'effectivement, quand on voit tout ce qui est écologique dans notre monde, tout ce qui va pas, etc., et
le calquer, le coupler avec justement ce destin de Pike qui arrive. C'est-à-dire qu'en gros, nos civilisations, on peut y voir quelque part, c'est une métaphore un peu de ce qui arrive à Pike, qui se dit, est-ce que je dois accepter la merde qui arrive ? Parce que plus on voit les actualités récemment, plus on se dit que oui, effectivement, on se dirige vers un truc un peu noir comme ça, et que justement Pike, il redonne un peu de lumière à ça. Et du coup, moi, franchement, même si c'est vraiment des gros sabots, c'est des grosses ficelles, franchement, moi, c'est un discours qui m'a fait du bien, en fait, à entendre, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, mais alors je le disais tout à l'heure, il y a ce petit côté, ce truc à l'ancienne, ce côté cheesy de la petite thématique récurrente de t'arrêtes de vivre en gros si tu t'as toujours peur de mourir. Enfin, cette idée-là, quoi. Et oui, ça culmine avec ce moment-là et ce discours qui, on le disait tout à l'heure avec Marie-Paul, c'est un discours à la Michael Burnham. Je pense que dans l'épisode, il y a un côté qu'il faut prendre en compte, à mon avis, c'est l'espoir qu'on avait quand on s'est lancé dans l'épisode. Et la bonne volonté avec laquelle on part, peut-être que ça influe sur notre façon de voir le truc, alors que quand c'est Michael Burnham qui fait son 150e discours, ça commence un peu à nous soler. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est solide, et comme tu le dis, Guigui, ça tape, c'est assez facile, hein. Ça dégouline de facilité dans le message, mais en même temps, Star Trek a toujours été là pour nous parler des problèmes du monde, et on a une époque où il y a beaucoup de problèmes, donc c'est assez logique qu'on parte là-dessus à un moment. Le message est clair, le message est facile à comprendre. Il est limpide. Le monde ils ont un coup de bol pas. bien triste. c'est que le message, je trouve, est particulièrement pertinent aujourd'hui avec la guerre en Russie, où d'un seul coup la confrontation nucléaire mondiale paraît beaucoup moins science-fictionnesque qu'il y a ne serait-ce que 6 mois, si tu veux. Or, évidemment, quand tu vois cet épisode, t'es obligé de penser à la guerre en Russie. Or, il y a à peu près aucune chance que quand ils l'aient écrit, voire même quand ils l'ont produit, la guerre n'avait même pas commencé probablement. Tu vois, c'était même pas dans les plans. En 2021, quoi. donc. Ouais, et les images, c'est les images du Capitole le 6 janvier. Ouais. Et faut pas oublier qu'il n'y a pas que la guerre en Russie, il y a plein de conflits armés partout dans le monde, et on l'oublie beaucoup trop. Donc, Je suis archi d'accord avec ça, mais disons que quand tu parles de conflits de fin du monde, tu penses moins aux conflits régionaux type Israël-Palestine, la Birmanie, etc., etc. Tu penses qu'au nucléaire, là, en l'occurrence, il y a des tas de... On pense qu'au nucléaire, oui, tout à fait. Moi, là, en l'occurrence, je pense qu'au nucléaire, parce que ça fait partie de la façon dont la Terre va s'arrêter dans Star Trek. Enfin, s'arrêter. Personnellement, j'ai bien aimé, mais j'ai trouvé ça complètement con aussi. Excusez-moi, hein, mais tu vois, imagine, on est à genre une seconde de la guerre nucléaire, les extraterrestres arrivent en nous disant, tu sais quoi, et ils nous montrent des images d'une planète qu'on connaît pas du tout, avec des gens qu'on connaît pas du tout, avec des références à une culture qu'on connaît pas du tout, genre la Tour Eiffel. Ouais, nous là ça nous parle, mais ces pauvres gars là ils savent pas ce que c'est, tu vois. Et tu leur montres des images et tu dis, ouais, nous on s'est fait exploser, et maintenant on a des grands vaisseau et on voyage la planète. On voyage de planète en planète. C'est le principe du jour où la Terre s'arrêta. C'est pour ça qu'ils te montrent le film au départ. Mais à l'inverse, c'est exactement ça. C'est un extraterrestre qui vient sur Terre. Aujourd'hui, t'imagines qu'on va les écouter? Non, les mecs, ils vont quand même envoyer les bombes. Personne va dire, ah, c'est bon, tu vois. Ah, on s'arrête maintenant. Ouais, mais c'est pour ça qu'on en parlait au départ, c'est qu'on revient à une écriture des années 60 qui n'a pas ce cynisme qu'on a nous aujourd'hui. C'est pas cynique du tout, c'est très frontal du coup. Pour moi, ça résonne avec la thématique les humains et enfin tout le monde juste au moment de mourir croit qu'il va réussir à s'en sortir. Et je pense qu'en fait c'est pour répondre à ça. Parce que y a l'idée que les humains, on a beau leur mettre toutes les preuves sous les yeux, tant qu'ils n'ont pas vu les choses se faire, et ils y croient pas. Et du coup là, il leur montre des images de regardez, l'exemple il est réel, quoi. Ça pourrait aussi parler de réchauffement climatique, ça pourrait parler de plein de choses. Tout à fait. En fait. Ouais, voilà, c'est limite Pike qui nous montre le rapport du GIEC, quoi. C'est un vrai, c'est pas juste un futur possible, c'est un futur qui a eu lieu ailleurs. Oui, un futur passé en l'occurrence en plus. Je reste quand même assez persuadé que l'épisode est... Ils ont un peu de bol, hein. C'est horrible de dire ça, mais je pense qu'il est plus pertinent, particulièrement depuis 3 mois, quoi. Mais d'autant que c'est assez incroyable du point de vue de la série, c'est qu'elle commence en étant dans la situation politique vis-à-vis de la Russie où la série originale était quand ils ont commencé. Moi, ce que j'ai trouvé complètement con, pour citer Girafe, après ça fait partie de ces trucs où si on devait analyser la série classique, on trouverait le même genre de trucs grossiers, etc. Mais alors les mecs, avec leur télescope, ils ont vu la bagarre de l'Enterprise avec Discovery, ils ont réussi de là à créer une warp technologie qui leur a permis de créer une warp bombe. Alors, et pas un warp
vaisseau. Alors franchement, les mecs en reverse engineering, chapeau. Hein. Et bon, une war-bombe, on saura pas ce que c'est non plus, mais bon, ça. Enfin, j'ai conscience qu'on s'en fout, mais bon, ça fait ce petit Deus ex machina. Voilà. J'ai confiance qu'on s'en fout, seulement j'y ai pensé. Et pour moi, de la technologie, une bombe avec de la technologie warp, tu fais péter ça sur ta planète, t'es pas serein, je pense, normalement. Du coup, tu l'as fait péter sur ta planète, elle se retrouve sur la planète d'à côté, donc tu risques rien. Voilà. Et attends, il y avait ça, et il y avait un deuxième truc. Bon, ça, c'est pas une connerie, mais c'est juste un truc bien pratique. C'est pas grave non plus. Mais donc, sur l'USS Archer, il y avait 3 membres d'équipage. Putain, merci. Alors ça, merci beaucoup, quoi. J'ai trouvé ça très bizarre, pour le coup. Ça m'a rappelé l'épisode Remember Me, qui est un de mes épisodes préférés de Star Trek The Next Generation, où Crusher se retrouve tout seul avec Picard sur la passerelle de l'Enterprise, en fait. Mais en fait, le SS Archer, c'est une navette, en fait, c'est un runabout, c'est tout. Il n'y a qu'une seule warp nacelle. Parce qu'il méritait pas mieux. Mais partir en mission à 3, ouais, je sais pas, j'ai trouvé ça un peu chelou. Ouais, surtout pour un premier contact, quoi. Ils ont appelé Archer le vaisseau le plus pourri de la galaxie, quoi. Non, attends, et ils ont appelé Archer un vaisseau pour faire des premiers contacts, quoi. Sérieusement, quoi. Tu vois, c'est un peu la poisse, quoi. Parce que vu comment Archer il fait ses premiers contacts, tu vois, j'aurais pas choisi ça personnellement. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais c'est une série qui part avec un premier épisode qui dit fuck le premier contact, quoi. Enfin, fuck la directive première. La prime directive. Ils en jouent scénaristiquement en disant, les scénaristes ont trouvé un loophole et ils l'explicitent dans la série en disant on a trouvé un loophole, ça passe, vous serez pas blâmés, quoi. Ouais, du coup, il faudra pas qu'ils fassent ça trop souvent, c'est vrai. En plus, c'était inutile le discours de Pike, fuck la Prime Directive, il était inutile puisque de toute façon la Prime Directive était foquée dans cet exemple puisqu'ils avaient découvert, ils avaient assisté à des trucs et tout. Donc je pense qu'au contraire, il y aurait moyen de revaloriser, au lieu de dire fuck la Prime Directive, moi j'aurais pris l'angle tout à fait inverse, j'aurais revalorisé la Prime Directive en disant vous voyez à quel point même un truc loin d'une planète suffit à foutre un bordel incroyable en fait, si tu veux. Moi, je pense que ça a mis en place des protocoles dans Starfleet derrière qui font que des protocoles. Depuis quand Starfleet a des protocoles, quoi? Les mecs, ils ont même pas de ceinture de sécurité. De quoi tu parles de protocole, quoi? Mais c'est vrai que dans le sens où la prime directive, elle prend, elle est nommée pour la première fois à ce moment-là. C'est bizarre parce qu'il me semble. Ça va jamais tenir. Alors, General Order 1, c'est en fait ce que les Vulcains appellent la prime directive. Ouais, d'accord. Et du coup, Starfleet utilise le nom de. D'ailleurs, Spock explique bien que c'est parce que c'est les Vulcains qui ont inventé là. Mais le fait qu'ils changent le nom pour se séparer un peu, en fait, je pense aussi. Et il rate jamais une occasion de le rappeler. En tout cas, le discours de Pike a quand même un avantage, c'est d'éclaircir un petit peu la chronologie des différentes guerres terriennes, ce qui était pas super clair jusqu'à présent dans la franchise. On l'a vu quand on a discuté tous ensemble du dernier de Picard avec le dossier Khan, etc. On comprenait toujours pas quand est-ce que les guerres eugéniques intervenaient ou pas. Là, c'est la première fois qu'on a vraiment quelqu'un qui explique très clairement le côté guerre civile, guerre eugénique, World War III, c'est des trucs qui s'enchaînent les uns les autres. Il pose enfin ce cadre, et certainement, comme on l'a un peu dit tout à l'heure quand on parlait de Khan, c'est peut-être pas pour rien qu'il nous explique ça là maintenant. Bon bah c'est cool, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez des trucs à rajouter? Juste un truc sur la fin, je trouve rigolo que le fait qu'on commence et qu'on finisse la mission avec justement l'amiral April, t'as un peu l'impression que ça va être un peu le mec qui va leur donner les missions dans chaque épisode. C'est l'amiral Vance de Pike, tu veux dire? Ouais, ou le côté Bosley, ou de Drôle de Dame, enfin tout ce que tu veux, ou même comme dans Mission Impossible avec Phelps, enfin un peu le mec qui va dire hop, elle a la mission de cette semaine, vous allez là-bas. Et puis à la fin, bien joué les gars, c'était super. C'est marrant parce qu'il y a pas mal de trucs dans cet épisode qui m'ont fait penser à The Orville, pour le coup. Et ça m'a fait penser au rôle de Victor Garber dans The Orville aussi, qui est un peu le général de flotte qui leur donne des missions et au final qui leur dit que c'est toujours pourri ce qu'ils ont fait. On n'a pas trop parlé, parce qu'on a parlé du discours de Pike devant l'espèce alien, mais le discours de fin qui rend intradiégétique le générique de la série originale du aller à la découverte de nouveaux mondes, c'était un passage un peu obligé, je trouve, mais sympathique, moi, j'ai trouvé ça bien. C'est le premier pilote de Star Trek qui porte le nom de sa série. C'est jamais arrivé dans l'histoire de Star Trek. Je pense que le fait d'avoir choisi une espèce alien dont on sait qu'ils font partie de la Fédération bien avant, c'est aussi un beau petit clin d'œil, quoi. C'est-à-dire que le premier contact a vraiment marché et... je perds des trucs, excusez-moi. Le premier contact a vraiment marché et on voit ça... En fait, on le sait avant que l'épisode commence. Et ça, c'est assez joli. J'ai trouvé ça sympa. Puis l'épisode se conclut quand même par une super bande-annonce, moi qui me donne vachement envie pour la suite. J'ai rien vu, je veux pas savoir, dites rien, chut.
Non, mais c'est un montage Je- super cut. j'enlève Tu mon vois pas casque, exactement allez-y. ce qui se passe. Non, mais je raconte pas de trucs précis. C'est vraiment un montage super cut de plein de trucs. Tu vois plein d'images, c'est super rapide. Mais Parce ça qu'on donne peut même pas super le envie. raconter en fait, c'est pas comme si ça te donnait des bribes d'informations. Ah non, c'est hein. pas- Mais quand c'est- même, que Marie-Paul enlève son casque parce qu'on va demander à Girafe qui a vu le deuxième épisode ce qu'elle en a pensé, même si elle peut pas nous balancer des gros spoilers. Non, mais je pense que le deuxième épisode est sans doute un de mes épisodes préférés de Star Trek maintenant. C'est Alors, tout de ce que Star je vais Trek, dire. De Star Trek Ever, de toute la franchise, tu veux dire? Ever, ouais. Ouais. Non. C'est pas vrai, c'est énorme. Tu vas J'ai donner juste adoré encore cet plus épisode. d'espoir à Guigui et qui a C'est une clair. Non, mais montagne attends, d'espoir et attends. d'enthousiasme. La prochaine question de Guigui, c'est est-ce qu'il y a l'USS Relativity dans l'épisode? On ne parle pas de ça. Oui. Je veux plus jamais en entendre parler. Non, mais sérieusement. Après, c'est moi avec ma relation à Star Trek, avec ce que j'ai envie de voir, ce qui m'a frustré, ce qui m'a manqué. J'ai trouvé que je l'ai vu qu'une seule fois. Hein. J'ai trouvé que c'était un épisode. Je l'ai vu ce matin, en fait, je dois dire. Donc, un épisode absolument magnifique et voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Et vous avez rien le droit de dire jusqu'à jeudi. Mais de toute façon, le podcast sort jeudi. Donc, comme ça, on est bien. Ouais, deux de mes co-hosts ont regardé jusqu'à l'épisode 5, je crois, et c'est assez unanime que c'est vraiment très très bon. Donc voilà. Oui, alors ce deuxième épisode, en fait, il s'appelle Les Enfants de la Comète. Il a été écrit par Henry Alonso Myers et Sarah Tarkoff et il a été réalisé par Maja Vrilo. Et il nous raconte l'histoire d'une mission d'enquête où l'USS Enterprise découvre qu'une comète va frapper une planète habitée. Alors, ils essayent de réacheminer la comète seulement pour découvrir qu'une ancienne relique extraterrestre est enterrée sur la surface glacée de la comète. Et alors que l'équipe à l'extérieur tente de percer les secrets de la dite relique, Pike et Number One traitent eux avec un groupe de fanatiques qui veulent empêcher l'USS Enterprise d'interférer. Alors on imagine que si l'épisode t'a autant plu, Girafe, c'est sans doute parce que Uhura, ton personnage favori, y est bien mis en avant, mais c'est aussi l'épisode où nous faisons connaissance de Hammer, l'Andorien albinos aveugle et ingénieur en chef de l'USS Enterprise qui est joué par Bruce Horak, un artiste, acteur, lui-même non-voyant. Alors les extraits vus sur internet, moi, me donnent déjà envie de voir cet épisode au plus vite. Oh, can I help? No. You have offended Hammer, our new chief engineer. No offense intended. I was raised to offer help to anyone with a sensory impairment. That word again. Sir? Impaired. A human in my condition might consider themselves impaired. Hammer may not be able to see, but his other senses compensate. Compensate? They are superior. I've read that among many things, the Enar have a form of precognitive ability. I knew you were going to ask that. Because you sensed my question before I asked it? Because everyone always asks that. Right. J'ai fait un tour quand même sur les internets francophones et même parmi pas mal, il y a beaucoup de râleurs sur ces endroits-là. Et quand même, malgré tout, finalement, ce premier épisode, alors je vais pas parler jusqu'à dire qu'il y a l'unanimité, mais quand même, on sent que voilà, c'est. Martin a pas aimé, j'ai vu. Ouais, Martin Winkler a pas aimé. Ouais. J'ai pas dit que c'était unanime, mais en tout cas, il y avait quand même beaucoup de personnes, beaucoup de râleurs qui ont trouvé que c'était quand même pas mal, quoi. Donc moi, j'ai quand même bon Mais espoir. vous l'avez dit en début de podcast, vous avez été plusieurs à le dire. Je pense que l'épisodique va faire énormément de bien à cette série, va faire énormément de bien à ses auteurs et va faire énormément de bien à Star Trek, en fait, parce que ça va, quoi. Ça suffit, les trucs. Honnêtement, tu vois, le pilote de Stranger World, je suis sûr qu'ils auraient pu t'en faire une saison entière de Discovery, quoi, à peu près. Et franchement, ça fatigue au bout d'un moment, quoi. Ah oui, je viens de lire l'avis de Martin, je suis assez d'accord avec lui, cela dit. C'est très paternaliste. Ah, C'était quoi absolument. déjà, rappelle-nous? En fait, il dit que Pike va sur une planète pour leur expliquer pourquoi ils ne doivent pas utiliser les bombes et se mettre sur la gueule. Parce que regardez la Terre, ce qui s'est passé. Il dit que donc c'est un message très paternaliste et c'est très du 20e siècle. Straight from the day the Earth stood still. Stood still. Ouais, donc le fameux film assumé dans l'épisode. Ouais, le fameux film tout au début de l'épisode. Ouais. Il avait déjà été référencé dans Enterprise, si je dis pas de bêtises.
Non, c'est pour ça que je disais, j'ai trouvé ce passage-là complètement con parce que, en gros, t'as un gars qui tombe du ciel et qui t'explique, tu sais, nous on est plus intelligents que vous, regarde, on s'est foutu sur la gueule, mais maintenant on sait, c'est pas bien, faites pas, c'est pas bien, et tout le monde fait, ok, c'est pas bien, tu vois. À chaque fois, je pense à Mars Attacks, tu sais, dans ces cas-là. C'est clair qu'intradiégétiquement, c'est très bof, mais extradiégétiquement, je trouve. Tu vois, c'est dans le sous-texte, qui n'est même pas un sous-texte puisqu'il est frontal, dans le message adressé aux téléspectateurs, moi je pense qu'il résonne carrément avec notre époque et je pense qu'il est pertinent parce que Star Trek, pour moi, ça a toujours été ça. Il parle de sujets de société importants, fondamentaux. Faites pas les erreurs qu'on vous montre. Mais quoi. voilà, mais ils y vont à fond et souvent c'était avec des gros sabots. À l'époque de TOS, quand ils parlaient de surpopulation, il y avait des trucs, c'était même pas des métaphores, c'était des trucs quand même complètement abusés. Mais ça mettait sur la table des vrais sujets. Mais on est en 2022, les gars. Je veux bien qu'on fasse un truc hommage, années 60, plein de machins, mais on peut aussi sortir les doigts des fesses et faire de l'écriture qui soit un peu plus contemporaine aussi à un moment. Même si le message, faites pas comme nous, etc. Mais Attends de voir la suite. Ils savent pas faire du contemporain quand tu vois Disco. Donc autant qu'ils fassent du old school. Prenez des nouvelles personnes pour l'écriture. Voilà. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal, ouais. Et pour ce podcast aussi. Non, je peux... Alors on va s'arrêter là pour Strange New Worlds pour le moment, car comme la série n'est pas diffusée en France, vous l'avez compris, on ne va pas faire de podcast sur les épisodes à venir, ce qui nous frustre vraiment, veuillez le croire, car on se serait sans doute bien plus amusé que ce qu'on a fait sur Picard. Alors parce que en fait, là, évidemment, nous avons bien sûr vu tous l'épisode chez Romain Bramy, qui a lui Paramount Plus chez lui. Et on espère donc vraiment que cette plateforme va arriver très vite chez nous. Alors on a parlé de décembre au début du podcast, mais en fait c'est décembre au plus tard, c'est comme ça qu'il faut le comprendre, parce que d'après les communiqués, ça pourrait arriver avant, puisque ça nous disait que ça arriverait d'ici la fin de l'année. On va donc passer aux actus des uns et des autres. Du coup, Giraffe, qu'est-ce que tu nous réserves dans les prochains jours ? Est-ce que Strange New Pod, vous avez des podcasts réguliers, quasiment toutes les semaines ? Toutes les semaines, tous les jeudis, depuis que Star Trek nous emploie à plein temps. Je rigole, mais genre il y a des épisodes toutes les semaines maintenant. Il y en a même 2 par semaine. Donc toutes les semaines, on est en direct sur Twitch les jeudis. Alors pour vous, c'est pas des heures pratiques parce qu'on est 9h du soir, donc en plein milieu de la nuit pour vous. Donc voilà. Mais oui, on produit un épisode chaque semaine, et puis vous pouvez nous trouver sur Twitter, Strange New Pod, @StrangeNewPod, et moi je suis @LyricalGiraffe avec un tiré du bas au milieu. Voilà. Et sinon, on n'a pas vraiment de super grosse actu. On a eu la chance d'aller à la première Tapis Rouge à New York. Moi, j'y étais pas, mais c'était plutôt sympa. Et on attend avec impatience le premier épisode de Lower Decks saison 3. Saison 3. Voilà. Mais oui, à fond. Et ça va être le plus gros morceau. Voilà. Et toi, Romain Nigita, quoi de neuf ? Quoi de neuf ? Je suis allé voir hier Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et je peux vous dire que dans ce film, il n'y a pas une connexion avec Star Trek, il y en a 2. Ah. Voilà, je n'en dirai pas plus. D'accord, très bien. Et toi, Marie-Paul ? Écoute, là, je crois que ce mois-ci, j'ai 2 traductions de comics qui sortent en même temps. La fin de Birthright, ça y est, c'est le tout dernier tome de la série, la tristesse. Et le 2e tome et dernier aussi de The Plot, donc Birthright chez Delcourt et The Plot c'est chez iComics. Ok. Et toi, Romain Bramy ? Moi, ma seule actu, qui n'en est absolument pas une, c'est que la seule série que j'attendais plus que Strange New World cette année, c'était le retour de Better Call Saul. Ah oui. Donc, si vous me cherchez, je suis probablement en train de revoir pour la 8e fois l'épisode de la semaine de Better Call Saul. Ouais, c'est vrai qu'il était très fort. Et il y a We Own the City aussi qui est sorti, de David Simon. Oui, j'ai vu les 2 premiers épisodes, je suis complètement fan. Et d'ailleurs, j'ai acheté le comics en version française de Homicide. Ah oui. Qui est donc, très bien, inspiré du livre de David Simon il y a 30 ans, blablabla. Enfin, c'est vraiment génial. Je suis un grand fan de la série Homicide, de The Wire, etc. Donc oui, forcément, je me suis jeté dessus. Et cette nouvelle mini-série qui est diffusée chez nous sur OCS, elle est fantastique, évidemment. Et toi, Manu, quoi de neuf ? Tu sais, depuis qu'on a enregistré il y a 2 jours, c'était le week-end là. Le planning s'est pas éclairci, ok. Non, depuis le dernier Cadran Pop, rien de neuf.
Ok, en tout cas, on peut vous dire que d'ici 2 semaines, je crois, on fera notre prochain podcast sur la saison 1 de Star Trek Prodigy, qui est actuellement en replay sur Nickelodeon. Et puis du coup, on va se quitter avec le générique de la série Strange New Worlds par Jeff Russo. Longue vie et prospérité, salut tout le monde. Salut. Ciao. Salut. Space. The final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its 5-year mission: to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no one has gone before. Program complete.